Bienvenue sur Fleur d'Avocat, je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Philippe Lebovy. Philippe est avocat au barreau de Paris depuis 1992. Il exerce principalement en droit de l'immobilier, matière qu'il exerce aujourd'hui seul à son compte après avoir une carrière jalonnée de plusieurs associations dont il nous parle dans le détail. Et Philippe met aussi beaucoup en avant son activité de médiateur, qui a fait l'objet d'une réelle évolution pour lui dans l'exercice de son métier, ce qui revient d'ailleurs assez souvent quand je parle avec des avocats, une certaine sensation de renaissance professionnelle quand on se met à la médiation. Et donc il m'a demandé d'insister sur cet aspect de médiation qui lui tient vraiment énormément à cœur parce que ça contribue de son épanouissement aujourd'hui comme avocat et donc je le fais comme il se doit. Je remercie David Abiker, son cousin, pour la recommandation et je remercie aussi Aude Koch-Subijana pour l'aide à la production. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Philippe Lebovy. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Je vous en prie. Alors Philippe, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Ça dépend si on remonte à la maternelle. Remontons à la maternelle. Ça commence par ma scolarité au lycée, au collège et au lycée, où ça n'a pas été facile, où j'avais une année où je marchais bien, une année où je marchais mal, où c'était compliqué, voilà. Parce que les matières, le mode d'enseignement, des années où le moral était meilleur que l'autre. Parce que j'étais plus ou moins motivé, parce que j'étais plus ou moins libéré, parce que j'avais de plus ou moins de bons amis dans la classe, parce que je maîtrisais pas les choses. Il y avait des fois j'avais envie de travailler, des fois il y a des matières qui m'intéressaient pas, d'autres qui m'intéressaient. Il y avait, c'était, et puis c'était un grand lycée, c'était Janson de Sailly, c'est une usine. Janson, c'est une usine, c'est insupportable. Les locaux étaient vétustes. Alors je vais pas faire le joueur de tennis qui dit que la raquette de tennis est mauvaise et que le terrain n'est pas bon, mais je me suis amusé parce que j'avais des amis, mais globalement j'ai pas de bons souvenirs, sauf un prof qui s'appelait Monsieur Le Pagnot, qui était un prof d'histoire qui était génial. Il nous disait d'aller préparer les cours, comme je crois qu'on était en seconde, non. On était en seconde ou en première. Il nous disait d'aller préparer les cours seul à la bibliothèque. Et il venait et il demandait à quelqu'un de faire un exposé. Et puis après, un autre exposé. Puis après, il faisait le cours. Et ça, c'était génial. Et j'adorais ce prof. Et en fait, je pense que j'ai fait partie de toute la génération des gens auxquels on a dit il faut faire terminale C, il faut faire des sciences. Donc jusqu'en première S, ça a été. Et en terminale C, je me suis retrouvé dans la terminale C la plus difficile du lycée, avec des futurs normaliens, polytechniciens. J'ai explosé en vol. Et je me suis retrouvé à avoir mon bac avec, quand même, en terminale C, avec à l'écrit 2 en maths. Je crois que j'avais eu 6 en physique et une note horrible en sciences nat. Et j'ai décidé de passer. Non, j'ai passé l'oral, mais j'ai pas pris les maths parce que je me suis dit j'aurais pas plus. Je vaux pas plus que 2 en maths. C'est pas possible que j'ai plus. Et je crois que là, peut-être qu'inconsciemment ma vocation est venue parce que quand je me suis retrouvé en biologie, en sciences naturelles, la prof m'a dit après que j'ai fait mon exposé sur la génétique, mais vous êtes nuls. Et je sais pas, il y a un truc qui m'est sorti, c'est justement pour ça qu'il faudrait que je redouble pas. Ça serait bien qu'on me le donne mon bac pour que je sois débarrassé. Mais c'est sorti naturellement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont donné mon bac et j'ai été débarrassé. Sympa la négo. Oui. C'était pas préparé. En plus, je pensais que j'avais été bon, mais j'avais vraiment été nul. Et en physique, il m'a dit vous n'êtes pas doué, mais vous connaissez à peu près votre cours. Donc bon voilà. Et je me suis dit, les sciences et moi, c'est terminé. Donc, quand il a fallu choisir après tout le monde, puisque moi, tous mes copains partaient dans des prépas, et que tout le monde était déjà inscrit, c'était en 84, j'avais le choix entre des langues.
Et puis par mon père qui à l'époque travaillait, qui était médecin, mais qui faisait des interventions pour plusieurs ministères, mais des choses pas passionnantes, hein, pas à haut niveau. Il avait quand même quelques contacts et on lui avait dit il reste des places en économie à Assas et en droit à Malakoff. Et j'avais un voisin qui était en droit à Assas qui m'a dit va pas en éco, tu es nul en maths, va pas en éco, et tu vas voir, le droit c'est passionnant, et puis le droit mène à tout. Et donc j'ai fait un non-choix. C'est-à-dire le droit mène à tout, c'est très bien, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi je suis fait, mais je vais aller faire du droit. Et on me dit que Malakoff c'est bien, c'était Paris 5, hein, petite fac, bon, pourquoi pas. Et donc j'ai été en droit à Malakoff. Et après, première année, deuxième année. Et alors cette première année ? Première année intéressante, mais j'étais pas doué, hein. J'étais pas doué. Mais bon, à l'usure, à l'arrache, j'ai mon année. J'arrive en deuxième année de droit, et là, pareil, j'explose en vol, je me plante. Je me plante même au rattrapage, et je redouble ma deuxième année. Et là, en deuxième année, je tombe dans les deux matières principales. En deuxième année ? En deuxième année, sur deux profs, en droit des obligations et en droit administratif, totalement différents des deux premiers dont je ne donnerai pas le nom par égard pour eux, mais ils récitaient leurs cours, c'était insupportable. Et j'ai eu des profs vivants. Un prof qui s'appelle Jérôme Huette, qui est ensuite passé à Assas, et un autre qui s'appelait Laurent Richet, qui est ensuite passé à la Sorbonne. Et c'était des cours... Laurent Richet, ça me dit quelque chose, je me demande si je ne l'ai pas eu. Ah, c'est possible. Mais c'était des cours passionnants. C'était Laurent Richet, c'était d'abord des cas pratiques et ensuite de la théorie. Ce qui rejoint un peu la méthode du fameux prof d'histoire. Exactement. Et Jérôme Huette, il était en éruption devant nous, c'était passionnant. Et là, j'ai commencé à ressentir qu'il y avait des profs, ce n'était pas les matières qui comptaient, c'était les profs. Et qu'il y avait les profs qu'on ne pouvait pas encadrer et qu'il fallait serrer les fesses et essayer d'avoir la moyenne. Et puis que pour le reste, on pouvait s'éclater avec des profs intéressants. Alors, les matières aussi, il y a de l'attirance quand même. J'étais plus privatiste que publiciste. Et donc j'avance. Et j'avance. Je fais des stages chez un cousin expert comptable qui me dit je vais te faire un stage, pas ouvrier mais presque, pour te dégoûter et te donner envie de faire des études. Alors, ça a marché, il m'a mis 1 mois à faire de la comptabilité comme on le faisait à l'époque à la main, c'était insupportable. Et ensuite, j'ai fait d'autres stages. Ma mère travaillait dans une banque, elle avait un petit poste. Alors, à l'époque, on prenait les enfants du personnel, c'était classique. Et je me suis dit, je me suis pas dit grand-chose, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on s'emmerde, qu'est-ce qu'on se fait chier. À la banque. Ah là là. C'était être assis à son bureau tout le temps. Enfin bon, voilà, ça vraiment, ça ne me donnait pas envie. Et un jour, j'ai rencontré un avocat par moi-même. J'ai été vers lui dans un cadre, on va dire, semi-privé. C'est-à-dire ? C'est, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut dire en interview. Il y en a d'autres qui conviennent plus à une conversation privée. C'est voilà. C'est comme si je vous disais, j'ai rencontré un avocat à un club de sport ou à un club d'échecs voilà. Ok. Et le type était brillant, vraiment brillant. Et ça, vous l'avez deviné comment ? Expression parfaitement claire, idée limpide. Et puis j'ai vite découvert que c'était le premier avocat en France à avoir ouvert un bureau en Chine. Et donc au milieu des années 80. Et je lui ai demandé de faire un stage chez lui. Et là, j'ai vu des dossiers mais passionnants. Donc en fait, vous rencontrez cet avocat dans ce cadre semi-privé. Ouais. Et vous parlez quand même de droit ?
Ah oui, 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 oui. Je lui pose des questions sur lui, Donc sur en son fait, métier. l'idée, c'est pas juste que vous l'avez rencontré dans un cadre semi-privé, il se trouve qu'il était avocat, c'est que vous aviez identifié qu'il était avocat, donc vous en avez profité, vous Non, vous êtes saisi de cette opportunité pour vous non. dire, ah, peut-être que je Oui, vais enfin, oui, en apprendre sur ce métier. oui, Ou... j'ai identifié qu'il était avocat. J'ai été le voir pour toute autre chose que le droit. D'accord. Ça a accroché. Mais vraiment pour autre chose. Et puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Et puis un jour, j'ai dit à des copains, mais est-ce que je lui demande un stage ou non? Et j'ai été lui dire, Charles, est-ce que tu me prends ça? Mais bien sûr, Philippe, avec plaisir. Et là, j'ai vu ce que c'était qu'un avocat d'affaires. Et le stage, vous l'avez fait en Chine ou en France? Non, en France, c'était un stage. Moi, j'étais pas du tout branché Chine, absolument pas. Et donc, je fais mon stage avec lui, et je me dis, mais c'est génial. C'est des beaux locaux, les beaux quartiers, des dossiers passionnants. C'était quoi comme dossier? C'était un dossier ancien. C'était une société allemande de la grande distribution qui s'implantait en France et qui avait imité le nom ou même repris le nom d'une société française qui n'était pas implantée à un endroit particulier. Et donc, il y avait eu une grosse bagarre sur la marque, etc. Et je me suis dit, ça m'intéresse. Ça, c'est des trucs, je sais pas, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est des dossiers, on rentre dans le détail, on bosse avec des profs de droit, il y a des enjeux. Voilà, je me suis dit, ce mode d'exercice me fait vibrer. Et il était tout seul, il avait des collaborateurs? Non, il avait des associés, il venait donc de un Lille. cabinet quand même un peu... Il avait un gros cabinet, un beau cabinet pour l'époque, avec probablement en tout une vingtaine de personnes. Chine comprise, ce qui était à l'époque en 89, ce qui était pas mal. Et donc je me suis dit, bah oui, non, en fait, il faut que j'aille vers les cabinets d'affaires. Donc je continue mon droit, je vais vers le DEA de droit privé parce que c'est là qu'il y avait les profs, parce que je me dis là aussi encore c'est un non-choix, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sens bien que le métier d'avocat ça me branche. Faire mon DEA, ça me permettra de préparer le concours pour être avocat. Et puis, je veux pas être juge, je veux pas être fonctionnaire, tout ça, je veux pas. En fait, je ne savais pas, mais j'avais une attirance pour l'indépendance. Avec un père médecin libéral, voilà. Ça, il m'a fallu du temps après pour comprendre que j'ai un peu reproduit les choses comme lui. Et donc, alors vraiment, j'ai choisi le DEA de droit privé de Malakoff pour trois raisons. Non-choix, certitude que je ne serais pas accepté ailleurs, donc envie de rester dans mon petit confort, et des profs géniaux. Des profs géniaux, des sujets géniaux. Bizarrement, dans le DEA, le premier prof, le prof de droit civil, de droit privé, de ma première, deuxième année que je ne supportais pas, en DEA, ça a été passionnant. Quelle différence ? On a étudié un sujet qui m'a passionné, la personnalité juridique en droit français. Donc tout ce qui se passait sur la fécondation in vitro, sur la procréation médicalement assistée, sur les mères porteuses, c'était passionnant. En plus, ça me rappelle mon échange avec Éric Morin, qui je pense est un peu de la même génération que vous. Ouais. Et il en parle aussi de ça. Enfin, ça fait partie des choses qui l'ont amené à se passionner pour le droit. Et il parle de ces sujets-là et du fait que c'était une actualité très dense et qu'il y avait beaucoup des réflexions d'actualité très dense et assez passionnantes. Et beaucoup de choses. Et alors, il y avait d'autres profs géniaux. Il y avait Camille Geoffrey-Spinozzi, qui était une comparatiste, qui nous a fait le commissaire aux comptes en droit comparé. Bon. Sujet apparemment pas passionnant, sauf qu'en droit comparé, c'est absolument génial. On s'aperçoit des différences de conception du droit et de conception des affaires en général, selon qu'on est anglais, américain, français. Donc c'était vraiment passionnant. Et elle nous disait, je me fiche que vous connaissiez le code, les textes, je veux que vous compreniez, que vous réfléchissiez bien. Et j'avais un autre prof qui était génialissime, qui s'appelle Alain Viandier, qui a été un des papes du droit boursier, du droit des sociétés et du droit boursier, c'est le meilleur prof que j'ai eu de toute ma vie, c'est le meilleur prof.
qui faisait ses cours les mains dans les poches, qui maîtrisait tout. Moi, j'ai lu des consultations à lui, c'était comme de la littérature. C'était bien écrit, c'était limpide, c'était fluide et brillantissime. Donc Et un DEA. un DEA, non, mais un DEA On de passe passion. d'une terminale un peu reluctante à un DEA passionné, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que moi, et en plus, j'ai relu mes classiques, Flaubert, pour mieux écrire. Flaubert, Stendhal, Balzac, j'ai relu tous mes classiques. Et puis j'ai travaillé tout l'été. Et puis tout ce que je faisais en DEA, je me disais, ça va me servir pour l'entrée, enfin pour ce qu'on appelait le le concours du CFPP ou l'examen. Ils disaient pas que c'était un concours, mais en fait c'était un concours. Le CFPP. Donc je faisais tout en me disant, je fais ça pour le kiff, pour mon DEA et pour devenir avocat. Parce que petit à petit, je m'apercevais bien que c'était vers ça que j'allais. Et là, il s'est passé un truc absolument génial, c'est que moi qui n'avais eu aucune mention, en fait, et qui n'était pas brillant en droit, même si j'aimais ça, j'étais pas brillant, j'étais pas doué, rien n'était facile. J'ai eu 2 intuitions. La première, c'est en maîtrise, c'était avant le DEA, c'est que je me suis aperçu qu'on n'avait que une maîtrise de droit des affaires et une maîtrise de droit privé, et que la maîtrise de droit privé donnait automatiquement l'équivalence pour toutes les petites matières de l'examen pour rentrer au CFPP, mais qu'on pouvait ne pas les choisir et on avait quand même l'équivalence. Je me suis dit, mais c'est génial, donc je vais étudier ce qui m'intéresse et je ne vais pas étudier tout ce qui ne m'intéresse pas et qui est nécessaire pour être avocat. Je ne vais pas m'emmerder avec les voies d'exécution, avec le droit pénal spécial, etc. Je ne m'intéresse absolument pas. Et donc, j'ai fait mon truc, j'ai choisi le droit privé et j'ai eu les équivalences. Et donc, je me suis allégé la préparation de l'examen du CFPP, mais considérablement. Je n'avais pas les 5 ou 6 petites matières qu'il fallait passer à passer. Voilà, j'en étais dispensé. Je partage cette philosophie selon laquelle entre un chemin facile et un chemin difficile pour arriver à un même résultat, le chemin facile est franchement bien. Voilà. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est, il y avait, comment ça s'appelait, l'IEJ pour préparer. Donc, au début du DEA, je vais à la première réunion de l'IEJ. Il y avait 2 examens à l'époque. Il y avait la dissertation et il y avait la note de synthèse de document. Alors la note de synthèse, c'était très simple. Le prof était inintéressant. Donc on allait à chaque cours, on récupérait l'alias de documents de la note de synthèse, on allait au cours suivant, on récupérait la correction, j'ai empilé tout ça, et pendant tout l'été, avec un copain, on allait s'enfermer en bibliothèque et on se corrigeait mutuellement. Et après, on regardait la correction. Donc ça, j'ai eu une bonne note. J'ai fait un entraînement de dernière minute, je dirais un mois et demi, 2 mois avant l'examen. Mais la dissertation, c'était autre chose. La dissertation, c'était toujours le même type de sujet. C'était quelque chose et le droit. La chance et le droit, l'argent et le droit, c'était le hasard et le droit. Enfin voilà, c'était que des notions qu'il fallait transversales maîtriser. Qu'il fallait maîtriser de matière. Donc il fallait une vraie culture juridique. Donc il fallait lire tout ce qui était paru dans l'année. Il fallait aller s'intéresser à peu près à tout, ce qui n'était pas inintéressant en soi, mais le prof était caractériel. Je l'avais eu en maîtrise. C'était un prof qui hurlait sur les élèves, qui nous maltraitait, qui était avocat aussi, qui s'appelait Sauveur-Vess, qui était brillant, mais qui était caractériel. Et au premier cours de l'année, où j'étais en DEA, j'arrive, et au premier cours, il se met à hurler sur les redoublants. Mais vous étiez là l'année dernière, mais vous êtes nuls, vous êtes des mauvais, vous êtes nuls. Et il se met à hurler sur les gens en se marrant. Et je me suis dit, c'est pas possible de se faire maltraiter comme ça. Et au bout d'un moment, il nous balance le truc. Vous êtes vraiment des abrutis. En plus, je vous ai donné le sujet la veille de l'examen. Alors, silence dans la salle, et il dit, le dernier mot du cours de préparation que j'ai utilisé était tel mot, je me rappelle plus quel était le mot,
et peut-être qu'il a dit bonne chance, voilà. Et le sujet, c'était la chance et le droit. Et là, je dis à mes potes autour de moi, il va recommencer cette année. Ils me disent, mais t'es fou. Il a dit que, j'ai dit, pas du tout. C'est lui qui est fou. Et il va recommencer cette année. Et je vous dis, il faut qu'on prépare des sujets, mais c'est pas la peine qu'on vienne toute l'année. On vient au dernier cours, on attend la dernière phrase et on aura le sujet. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Donc, j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai préparé avec un pote une 30aine de sujets qui n'étaient jamais tombés. J'ai préparé aussi des sujets qui étaient déjà tombés au cas où. Donc on a fait preuve d'imagination, hein, l'imagination et le droit, je sais pas, voilà. Et je vais au dernier cours, et j'écoute le type, je le vois avec un sourire en coin, je me suis dit, mon coco, toi, tu vas recommencer, je le sens. Et il rigole, il se marre, etc. Et à la fin, il nous dit, bah écoutez, voilà, j'ai l'intention de vous donner un sujet du même genre. Et tous les mecs autour de moi, ils disent le genre et le droit, ça n'a pas d'intérêt. Je dis non, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais l'intention et le droit, c'est très intéressant comme sujet. Le genre et le droit, ça aurait un intérêt aujourd'hui. Aujourd'hui, mais à l'époque, on ne voyait pas. Bon. Et c'est tombé, l'intention et le droit. Donc j'ai eu 16/20, parce que la veille, j'ai repris tous les sujets approchants. J'ai commencé par la direction d'intention de Pascal, que j'ai repris dans Mélagarde et Michard. Et puis donc, en fait, je me suis dit, après ça, mais c'est dingue. En fait, pour réussir quelque chose, on n'a pas besoin d'être bon dans ce quelque chose. Il suffit juste d'avoir les bonnes stratégies. Se faire dispenser des petites matières qui m'auraient considérablement alourdi la tâche. Ne pas aller aux cours inutiles, mais récupérer le matériel et le travailler par moi-même. Et repérer que le type en face il est comme il est, et que voilà. Et jouer avec ça. Et jouer avec ça. J'ai hâte de savoir comment vous avez appliqué ça à la suite de votre carrière. Ça a été assez simple. À la suite du concours, il y a eu le grand oral. Donc là, j'avais bien révisé, et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur l'arrêt alma mater sur les mères porteuses. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, toi alors, tu as bossé pendant 1 an sur ce sujet en DEA et tu tombes dessus, et c'était un sujet d'actualité. Et je m'en suis donné à cœur joie. Ça a été une grande discussion avec le jury qui m'a vraiment poussé dans tous mes retranchements. Après, ils m'ont posé une dizaine de questions pour voir si j'étais au courant de l'actualité. Bon, j'avais fait attention, j'étais à peu près au courant de pas mal de choses. Sans être spécialisé. Et j'ai rencontré le prof ensuite. Ils m'ont mis une très bonne note. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous m'avez mis une bonne note? Parce que vous m'avez quand même... on n'était pas d'accord. Hein. Il m'a dit, parce que vous êtes bien défendu. Voilà. Vous n'avez pas lâché. C'est ce qu'on attend d'un avocat. Ouais. Moi, je l'ai fait instinctivement, sans trop me poser de questions, puis parce que je pensais vraiment avoir raison. Donc après... Et ensuite, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des stages? Est-ce que c'était les 2 ans? Il y avait 1 an de ce qui s'appelle maintenant le FB et qui dure 2 ans. Heureusement, à l'époque, ça ne durait qu'1 an. Et puis, il n'y avait que 4 mois de cours. C'était à l'époque tout aussi inutile que ça l'est maintenant. C'est horrible de dire ce que je dis, mais je veux dire, j'ai rien appris à l'EFB. J'ai rien appris à l'EFB en cours. J'ai tout appris dans mes stages. Et ce stage, du coup, vous l'avez fait dans quel type de structure? Comme j'étais fasciné par le professeur Viandier, j'avais été le voir, je voulais commencer une thèse. Donc le professeur Viandier, c'est celui en droit boursier? Ouais, celui du droit boursier, celui qu'on avait eu aussi en conférence de méthode en DEA. Et donc j'ai commencé une thèse avec lui, mais enfin ça a duré 6 mois, j'étais pas fait pour ça, mais il m'a placé dans un premier job alors même que j'étais pas encore avocat. Donc en fait, au lieu d'avoir un stage, j'ai eu un job pendant 6 mois dans un cabinet qui faisait que des fusions-acquisitions, du M&A, du droit boursier, des gens de très haut niveau, extrêmement compétents, mais j'étais complètement largué. Je me suis retrouvé comme en terminale, je ne comprenais rien, on me parlait de fiscalité, de comptabilité, j'étais largué. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui a été un de mes futurs associés,
Mais j'ai été largué, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire, moi je veux plaider. Moi je veux faire des dossiers comme j'ai fait chez Charles. C'est ça qui m'intéresse. Et donc au bout de 6 mois, on est convenu de lutte. Oui, on est convenu que c'était pas pour moi, que je faisais pas l'affaire, que j'avais fait ce que je pouvais, mais qu'on était arrivé au bout du bout. Et on m'a demandé si j'acceptais de donner ma démission. J'ai dit bien entendu, je suis là par la grâce d'un professeur, je ne vais pas lui faire l'insulte de vous demander de me licencier. Et puis voilà. Et c'était en 91, c'était juste après la guerre du Golfe, donc le marché est très, très difficile. Vous en avez parlé à ce professeur, du fait que ça s'était mal passé dans cette structure? Oui, j'en ai parlé. À l'époque, j'ai ressenti comme un peu secoué, ou pas brutalisé, mais il m'a un peu secoué. Il m'a dit, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Et autrement dit, si vous voulez être dans ce genre de cabinet, qui à l'époque, je ne vais pas donner le nom parce que ce cabinet a disparu, mais ils jouaient dans la cour de ceux qui se sont maintenus, comme Brodin-Pratt, Darrois-Villet, etc. Et vous l'avez pris comment, ça ? Je l'ai pris mal parce que j'étais fragile, parce que je ne savais pas où j'en étais, parce que j'étais un peu en état moralement de faiblesse. Mais en même temps, il m'a rendu service. C'est-à-dire que je me suis dit, oui, j'aimerais bien vouloir être dans les cabinets pour lesquels vous consultez, mais je m'emmerde. C'est pas mon truc. Et c'était des cabinets qui faisaient que du conseil ? À l'époque, ils n'avaient pas trop d'activités contentieuses ? Non. Peu. Ils en avaient, mais c'était du très haut de gamme, du très très haut de gamme. C'était les affaires boursières, c'était l'époque des grandes affaires, des grandes OPA. Et donc je me suis dit non, il faut que j'aille vers le contentieux. Donc après, j'ai envoyé des CV et j'ai pris ceux qui voulaient bien de moi. Et il y a eu un cabinet où ils m'ont dit, bon, voilà, on va faire un essai, mais gratuit. C'est-à-dire que vous allez venir pour bosser. Et puis, si ça prend, si c'est bon, on vous prendra. C'était combien de temps le gratuit ? C'était, en fait, c'était la fin de mon année de FB, donc c'était septembre, octobre, novembre, décembre. C'était 4 mois. Ah ouais, quand même. Et à l'époque, je me suis dit, j'avais mis un peu d'argent de côté de mon premier job. Je me suis dit, si je tente pas ma chance, je trouverai pas un job qui m'intéresse. Donc je préfère tenter ma chance. Donc j'ai tenté ma chance. Et on s'est bien entendu, ça s'est bien passé, ça m'intéressait beaucoup plus. C'était beaucoup plus humain. Je ne veux pas dire que les autres n'étaient pas humains, mais c'était un bon cabinet, un gros cabinet aussi, mais qui n'était pas dans le droit boursier, mais qui a eu néanmoins, après je l'ai vu, de très 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 beaux dossiers. Et un cabinet qui s'appelle aujourd'hui DS Avocat. Mais moi je l'ai connu à l'époque où ça s'appelait De Ricci-Selnay. Et il y avait De Ricci qui avait... il devait avoir déjà plus de 75 ans. Enfin, il y avait des dinosaures, quoi. C'était fascinant de travailler avec des vieux de la vieille. Et là, je me suis mis à faire des baux commerciaux, du droit des contrats, des choses comme ça, avec quelqu'un qui est aujourd'hui le dirigeant de DS Avocat, qui est Olivier Fage. Et ensuite, comment ça s'est passé ? Je crois qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me garder, que donc j'allais réussir l'examen pour le CFPA, le certificat pour être avocat, et qu'ils me garderaient, et donc j'étais très content. Et quand j'ai eu mon CFPA, ils m'ont dit, voilà, on va te payer rétroactivement. Et j'ai trouvé que c'était sympathique. Ouais, c'est classe. C'était sympathique. Donc j'ai eu, en arrivant, une somme d'argent. Un truc qui fait plaisir. Un golden welcome, ou que ça doit s'appeler comme ça. C'était sympathique. Et c'est fair play surtout, parce que je pense qu'il y en a plein qui pourraient ou faire miroiter ça. Mais là, ce qui est chic, c'est qu'ils vous en ont pas parlé. Non. Et ils l'ont quand même fait. Enfin, il y a quelque chose de chic. Ils l'ont fait, ouais. Ils l'ont fait. Donc voilà, l'autre chose qui m'a beaucoup marqué aussi à l'EFB, ça s'appelait dans cette période, c'est qu'on nous avait demandé de faire un mémoire de stage. Et franchement, moi,
faire un mémoire de stage sur un des sujets, ça ne m'intéressait pas. Et on nous avait dit, non mais prenez des sujets qui vous intéressent, peu importe. Et à l'époque, j'étais dans ma grande période, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup évolué, dans ma grande période Brassens, que j'aimais beaucoup parce que le type était profondément intelligent, plein d'humour, et que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. À travers Brassens, j'ai découvert toute la chanson française, j'ai découvert la poésie, j'ai découvert de la littérature. Ça m'a vraiment... voilà, c'est un personnage extrêmement important. Je me suis dit, je vais faire un mémoire sur l'image de la justice chez Georges Brassens. Donc j'ai fait mon mémoire, ça m'a passionné, c'était très intéressant. C'est presque quelque chose que vous pourriez publier. Oui, mais je pense que c'était pas d'assez haut niveau. Mais je me suis retrouvé, en fait, je me posais une question. Je me disais, est-ce que quand on est avocat, on est d'abord soi-même ou est-ce qu'on est d'abord avocat ? Pourquoi vous vous posiez cette question ? Parce qu'il y avait dans la profession parce que je n'aimais pas, quand je rencontrais un avocat, me dire, celui-là, il est avocat. Vraiment, il fait l'avocat en permanence. C'était quelque chose ça me posait un problème. Ça me posait un problème de ne pas percevoir à quel type de personne j'avais affaire. Un jour, j'avais un copain qui m'avait raconté un truc, qui me parlait d'un type. Oui, mais lui, il est avocat, mais son père est avocat, sa mère est avocat, toute sa famille est avocat, son chien est avocat. Ça m'avait beaucoup marqué, ce truc-là. Ça m'avait fait rire. Et en fait, je savais pas comment me positionner. Je savais pas si je devais faire l'avocat ou si je devais être moi-même. Et c'était une vraie question. Et puis c'était aussi une question de savoir si les intérêts personnels l'emportent, sont plus importants, doivent être supérieurs à l'emprise que le métier a sur nous, ou si c'est l'inverse. C'était une vraie question que je me posais. Je pense que c'est une question qui taraude beaucoup d'auditeurs. C'est possible. Et donc j'avais fait ce mémoire et je me suis fait déchirer. C'est vrai ? Déchirer à la soutenance. Mais déchiré. Il y avait un prof de droit qui était bien de droite comme il faut. Mais ça n'a aucun intérêt, mais on s'en fout. Écoutez, monsieur, on nous a dit que, monsieur le professeur, on nous a dit qu'on pouvait faire le sujet qu'on voulait faire. Moi, j'ai pris ce qui m'intéressait, c'est tout. Voilà, c'est pas inintéressant de voir le gorille, c'est quand même intéressant comme vision de la justice, une espèce de justice immanente. On fait quelque chose, tout a un prix d'une certaine façon. Et c'est intéressant de voir qu'un anarchiste a une vision positive du policier à un endroit. C'est intéressant non, c'est nul, etc. Je me suis dit, je suis bon pour la note éliminatoire. J'ai eu juste au-dessus de la note éliminatoire, mais bon. Ça en dit long sur non, mais là, je me suis dit... l'ouverture à... Et je me suis dit, je les emmerde, je vais faire ce que je veux. Voilà. Et je vais suivre mon intuition. Et elle n'était pas encore très développée, mais je me suis dit, voilà, en tout cas, je sais ce que je veux pas. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Du coup, première question, à l'issue de ce travail de mémoire, sur cette question de l'avocat par rapport à la personne, ouais. Qu'est-ce que vous en aviez, indépendamment des appréciations du jury ? Genre vous, très personnellement, qu'est-ce que vous en avez retiré ? À quelle conclusion est-ce que vous êtes arrivé ? Moi, je suis arrivé à la conclusion à l'époque, et j'ai pas changé d'avis depuis, que inévitablement le métier d'avocat déteint. C'est-à-dire que je ne parlais pas comme maintenant quand j'étais jeune, mais à force d'écrire, à force de se façonner, on devient. Donc inévitablement il y a ça, mais il faut rester soi-même. En tout cas, pour des personnalités comme la mienne, c'est fondamental de rester soi-même, sinon on se perd. Si on se met à vivre qu'à travers son métier, on est foutu. Donc ça, c'est une conscience que vous avez ensuite façonnée, j'imagine, et on va en parler, mais c'est une conscience, c'est déjà une conclusion que vous avez tirée finalement assez tôt, au
début, quoi. Oui, c'est-à-dire que pour moi, il était... Une vigilance sur ce point. Il était fondamental de ne pas me laisser happer, de ne pas me laisser bouffer par le métier. Je ne savais pas trop pourquoi, mais de me protéger. Et vous avez dit, j'ai su ce que je voulais pas. Ça, j'en veux pas, je m'en fous, je vais faire à ma manière. Du coup, ça, j'en veux pas, ça fait référence à ces personnalités. Je veux pas qu'on me maltraite. Ouais. Je suis pas malléable et corvéable à merci. Je suis comme je suis. Je suis pas un génie. Je suis lent, mais je veux bien faire. Je donne le meilleur de moi-même. Dans mon premier job, je trouvais que j'étais pas assez formé. Bon, je me suis auto-formé, mais ça a mené à une ou deux catastrophes dans des dossiers. Je me suis dit, c'est pas admissible. Je suis pas d'accord. Bon, ok, peut-être que quelqu'un de meilleur que moi aurait... Ce serait auto-formé mieux que moi. Mieux que moi, mais moi, je veux qu'on me forme. Et donc, j'ai été dans un second cabinet où on m'a formé, où on m'a dit des choses importantes. Je me souviens, dans le second cabinet où j'étais... Donc chez DS Non. Alors, premier cabinet, ça a duré 6 mois. Ouais. Ensuite, deuxième cabinet, c'est de Richie Stanley. Le troisième, ça a été Mandelno. Mandelno, qui est devenu Nomi Guérès, puis ensuite qui a splitté. Enfin, il y a comment dire, une évolution. No Young Partner aujourd'hui, il y a Migueres Moulin de l'autre, et puis il y a d'anciens collaborateurs qui ont monté des beaux cabinets aussi. Il y avait une ancienne ministre, Monique Pelletier. C'était passionnant parce que c'était pas du tout une juriste, mais quelle intuition, quelle fulgurance, quelle capacité d'analyse des situations extrêmement rapide. Et par exemple, il y a une chose qu'elle m'a dit un jour. Elle m'a dit, Philippe, il faut toujours poser une question aux clients. Qu'est-ce que vous voulez? Pour les obliger à dire ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas toujours ce qu'ils veulent, ou ils savent trop ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc ça, c'était quelque chose d'important. Et puis c'est une question que pose Karine Deluca en droit de la famille aussi. Elle en parle dans son interview. Ouais. Et elle dit, en fait, souvent les clients ne se rendent pas compte que nous, on peut leur proposer toute une palette de solutions et on peut avoir une vision de ce qui va être bon pour eux. Mais en fait, si notre vision de ce qui est bon pour eux, ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est intéressant de voir que ça marche autant en droit commercial qu'en droit de la famille. Et puis là, j'ai eu des associés qui se mettaient à côté de moi à l'ordinateur et qui corrigeaient les conclusions avec moi, avec qui je discutais. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose. C'est que je me suis mis à intégrer toutes les questions qu'on allait me poser, à me les poser à l'avance et à me dire, il faut que j'arrive au moment où on corrige le truc avec le patron et que j'ai déjà la réponse à toutes les questions qu'il va me poser. Et ça a commencé à arriver. Pas dans tout, pas systématiquement. Et là, je me suis posé la question de savoir si j'avais un avenir dans le cabinet. Et on a sauté quelques étapes, mais je vous laisse terminer et ensuite on reviendra sur les autres étapes. Et là, je me suis dit... Alors, la vérité, c'est que j'étais trop... En fait, j'étais pas fait pour être associé dans un gros cabinet. Et donc cette question, vous l'êtes posée au bout de combien de temps de barre et notamment combien de temps J'ai prêté serment en janvier. J'ai commencé à bosser en janvier 91. J'ai prêté serment en janvier 92. Et la question, elle s'est rapidement posée, on va dire en 95, puisque je me suis installé en avril 96. Donc 4 ans. Et dans ce cabinet, ça faisait quoi, 2 ans que vous y étiez? Oui, ça faisait 2 ans. J'y suis resté 2 ans et demi. Ouais, c'est tôt, hein, d'arriver, de se dire, ok, quel est mon avenir dans ce cabinet et tout. Enfin, je veux dire, c'est tôt. Je pense que maintenant, on n'a plus la même appréhension du temps dans l'évolution des carrières. Je sais pas, mais il y a des choses qui me sont apparues évidentes. Il y avait des collaborateurs qui étaient meilleurs que moi, à qui on ferait confiance. Je me disais, on pourrait me faire confiance, mais manifestement, je ne dégage pas les phéromones nécessaires pour donner envie, donc ça ne se fera pas. Et puis, de toute façon, les discours dans les cabinets, c'est du bullshit. C'est des trucs pour vous faire rester le plus longtemps. Et il n'y a qu'un truc qui compte, c'est la clientèle. Celui qui a la clientèle, il est indépendant. Dans un cabinet, en dehors d'un cabinet, à son compte, seul, c'est la clientèle. La compétence, la technique, bien entendu. Mais ce qui compte, c'est la clientèle. Or, la clientèle, elle vient soit parce que vous êtes un rainmaker, c'est-à-dire que quand vous discutez avec de grands avocats d'affaires, sont
souvent de bons juristes, ou même d'excellents juristes, mais pas toujours, mais ce sont des intuitifs des affaires à un niveau exceptionnel. Mais ça peut être aussi des références, des types qui ont fait des types ou des femmes qui ont fait des doctorats dans un domaine et qui développent ensuite. Il y a beaucoup de configurations, mais tout repose sur la capacité de fidéliser une clientèle. Et ça, je l'ai compris assez vite. Et quand je l'ai compris, j'avais pas de clients. Et donc ça, vous l'avez compris au bout de 3 à 4 ans, c'est ça ? Ouais. Quand vous avez commencé à vous poser ces questions, est-ce que j'ai un avenir dans ce cabinet ? Ouais. Là, vous avez un peu mené cette réflexion, vous vous êtes dit, bah là, non. Et puis d'ailleurs, en fait, je comprends que pour avoir un avenir dans un cabinet, il faut ramener... Voilà. Et en fait, je me suis dit... alors là, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, mais quelqu'un qui m'a dit, quand tu t'installes, tu as tout de suite un afflux de clientèle. Donc on était en 96, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de responsabilité, j'avais pas d'obligation. Je me suis dit, je vais m'installer. Je crois que j'avais 1 ou 2 copains qui s'étaient installés très rapidement. Je me suis dit, je vais m'installer, puis on va bien voir. Bon, on fait un petit retour en arrière. Parce qu'on en est arrivé là en partant de la question de qu'est-ce que je veux pas. Et vous, ce que vous vouliez pas. En fait, ce que vous vouliez, c'était un cabinet où vous êtes accepté comme vous êtes, où on vous forme. Voilà, quelque chose où vous puissiez vous sentir bien, vous, par rapport à qui vous êtes et à ce qui fait la personne que vous êtes. Et mais c'était diffus, hein. Oui, c'était pas, je me doute que c'était pas... C'était pas. Aujourd'hui, j'ai une vision très claire des choses, mais à l'époque, c'était diffus. C'était j'aime ça, j'aime pas ça, ça m'énerve, ça me convient, ça me convient pas. Oui, mais déjà écouter ce sentiment diffus et se dire, moi, j'ai pas envie d'être dans un endroit où on me forme pas et où on me maltraite et où on me parle mal. Déjà écouter ce sentiment diffus là et de faire un peu des choix en fonction, pas le choix. C'est pas mal, quoi. J'étais obligé de l'écouter parce que si je l'écoutais pas, je me plantais. Mais ça, c'est une conscience aiguë de quelque chose d'important. Peut-être. Moi, j'ai aussi de l'admiration pour les gens qui savent ne pas s'écouter et fournir l'effort nécessaire pour arriver à un certain but. En ce qui me concerne, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Ma façon de faire, elle est valable pour moi. Elle peut inspirer d'autres gens. Elle a inspiré des stagiaires, mais il y a des stagiaires à qui j'ai dit. Je me souviens une fille brillante par relation qui est vraiment qui est devenue avocate. Je vais donner son nom, qui s'appelle Leslie Marien. Elle était brillante. Je me suis dit, celle-là, elle est vraiment brillante. Quand elle me rend un boulot, mais même moi, à l'âge que j'avais en tant qu'avocat, j'étais pas capable de produire la qualité de travail. Et on a discuté de son avenir, et je lui ai dit, Leslie, si vous voulez être libre, si vous voulez, vous semblez vouloir à un moment donné fonder une famille, avoir une vie, etc., il faut que vous alliez vers une niche où vous serez incontournable et où vous serez hyper spécialiste. Et donc, on a parlé de divers. Alors, il y avait évidemment le droit social, mais le droit social, c'était pas vraiment une niche, c'était une spécialité, mais ça n'en était pas une. Et il se trouve que j'étais consulté à une époque sur des problèmes de responsabilité par une société industrielle et qu'on côtoyait le monde des assurances. Et je lui ai dit, ça, par exemple, le droit des assurances, ça, c'est une vraie niche. Il y a très peu de gens qui sont bons là-dedans. C'est un truc vraiment complexe. C'est un truc, voilà. Et elle s'est orientée dans ce domaine-là. Et elle est dans un cabinet qui ne fait que du droit des assurances. Et aujourd'hui, quand j'ai un problème d'assurance, c'est elle que j'appelle. Donc, elle était capable de dire, voilà ce que je veux dans la vie, on discute ensemble. Probablement que les discussions qu'elle a eues avec moi ont été confirmées par ailleurs avec d'autres gens. Et elle a su se dire, mon but, c'est ça. Et elle a tout fait dans cette direction. Et alors que moi, j'ai pas été capable. Enfin, si, je me suis dit, j'aime bien les cabinets d'affaires, j'aime bien un certain type de dossier, etc. Mais j'étais pas capable de me dire, je vais devenir super bon dans tel domaine. Il y avait un côté pas artistique, mais j'ai pas le mot m'échappe, mais j'avançais un peu à tâtons. Et en m'éloignant de ce qui me convenait pas et en essayant de me rapprocher de ce qui m'attirait, de ce qui me plaisait. Oui, mais en fait, c'est intéressant. Enfin bon, moi j'en suis à je sais pas combien d'interviews d'avocats épanouis, voilà. Ouais. Et c'est intéressant de voir que
en fait, chacun trouve son mode de fonctionnement. Ah oui, qui fait qu'à un moment donné, il arrive à un moment où il s'épanouit. Oui. Mais c'est des modes de fonctionnement qui sont à chaque fois très singuliers. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de recette. Alors, si on veut aller au fond des choses, je vais vous dire que ce qui me repoussait et m'attirait, c'était les ambiances. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui me plaisaient dans les cabinets où j'étais. Et il y avait des ambiances. Je me suis fait beaucoup d'amis avec qui je suis resté ami. Il y avait des rigolades. C'était vraiment le côté humain était très important. Mais c'est les rencontres. Je veux dire, quand vous rencontrez un prof comme Monsieur Le Pagnot, un prof comme Richer, comme Huette, comme Viandier, comme Geoffrey Spinozzi, et quand ensuite vous rencontrez des patrons et vous vous dites bah, ça j'aime bien, mais ça j'aime pas, ça je m'y retrouve, mais ça je m'y retrouve pas, puis ça vous et puis après vous rencontrez vos futurs associés. En fait, ceux qui m'ont formé, c'est mes associés. Enfin, mes patrons m'ont fourni une plateforme de formation et du temps de formation, et ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient faire en fonction du temps qu'ils avaient à me consacrer et de ce que moi j'étais. Mais ceux qui m'ont vraiment formé, ce sont mes associés. Mais vous avez un peu dit le truc, quoi. C'est que au fur et à mesure des rencontres, vous avez dit ça je prends pas, ça oui, et ça. Ces sentiments un peu diffus de choses qui attirent et d'autres qui repoussent, ça a tracé une trajectoire. Peut-être pas dans une logique de je veux ça et donc je fais ça. Peut-être dans une autre logique, mais c'est quand même quelque chose qui dessine à partir d'un sentiment qui est le sien et de sa personnalité et de ce qui fonctionne pour soi et de ce qui nous attire. Et donc je trouve ça intéressant que en fait assez tôt. Par la grâce de ce mémoire sur un sujet libre et de ce sujet qui vous intéressait parce que vous voyez des avocats et vous aviez toujours l'impression que le rôle l'emportait sur la personne et donc ça fait naître un questionnement et un raisonnement que en fait assez tôt ce soit devenu même de manière diffuse quelque chose qui ensuite puisse servir un petit peu de lanterne, c'est-à-dire de point de vigilance, mais en fait, moi, j'ai envie de pouvoir être qui je suis dans mon travail. Et en même temps, je suis fasciné par les gens qui sont entrés dans un cabinet et qui n'ont eu qu'un seul patron qui leur a tout appris. Je suis fasciné. J'aurais aimé que ça soit comme ça pour moi. Moi, je suis toujours fascinée par les personnes qui fonctionnent complètement différemment de moi. Enfin, mais ça s'est pas passé comme ça. Et donc, juste parce que donc il y a eu ce vraiment tout premier cabinet dans lequel ça l'a pas fait là, le droit des affaires, ça a été, et tout. Ça a été. Je vais pas dans le détail, mais en plus l'associé et eux avec qui j'ai travaillé. C'était je l'aime bien en même temps maintenant, elle s'est retirée du métier mais il y avait très 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 peu de gens qui arrivaient à survivre avec elle, quoi. Très peu de gens, c'était horrible, c'était les dossiers à la figure, je me disais mais c'est pas ça la vie, mais bon, elle était en même temps très exigeante et très pointue, dans l'absolu, on pourrait être exigeant donc, sans jeter des trucs à la figure, mais c'est vrai que ça crée une ambiance. Ça marche pas, donc vous en partez. Il y a cette deuxième expérience où vous dites que quand même là vous êtes mieux formé, droit commercial, beau. Droit immobilier. C'est là qu'on m'a mis le pied à l'étrier au droit immobilier. Et en fait, je me suis aperçu que ça me plaisait bien. Qu'est-ce qui vous plaisait bien dans le droit immobilier ? Alors, ce qui me plaisait, d'abord, il y avait ce que je ne trouvais pas dans le droit immobilier. Je ne trouvais pas l'irrationalité du pénal, du droit social, par certains aspects, du droit de la famille. Ça, je pouvais pas. J'avais besoin d'avoir des gens carrés. J'ai des amis qui font du droit pénal ou qui font du droit de la famille. Je crois que j'en suis arrivé sur ces matières-là à un point où je peux même plus entendre qu'on me raconte. Je peux plus écouter. On me raconte un dossier, je me dis mais c'est pas possible, de vivre dans autant de malheurs, de mettre autant d'énergie à être malheureux, à souffrir, etc. C'est pas possible. Donc pour moi, c'était, j'en avais pas vraiment conscience parce que j'ai touché un peu au droit pénal. J'ai fait quelques divorces au tout début pour voir ce que c'était. Mais en fait, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais des gens qui
Enfin, je voulais des dossiers. J'avais besoin de technique. Donc, en droit immobilier, il y a de la technique. Et puis, j'avais besoin de gens, on va dire, assez carrés, avec des problèmes assez carrés. Donc, on est sur de l'immobilier, pas de la copropriété. Parce que dans la copropriété, il peut y avoir de la j'ai fait de la copropriété, mais j'en fais de moins en moins. J'en fais un petit peu, mais non, la copropriété, c'est pas ce qui me non, ce que j'aime plus, c'est les baux commerciaux, les baux d'habitation. Je dis pas qu'il n'y a pas de l'humain, hein. Il y a de l'humain. L'endroit où vous habitez, il n'y a pas plus humain. C'est une comment dire. Il y a un nom pour ça qui m'échappe. Enfin, votre maison, c'est vous. L'intérieur de votre maison, c'est votre intérieur. On vient vous cambrioler, c'est comme si on vous maltraite psychologiquement. Donc, je dis pas que c'est pas humain, mais m'occuper d'immobilier, pas de construction. La construction, bon, j'y touche un peu, mais pas trop, parce que c'est vraiment un métier en soi, à l'intérieur de l'immobilier. Mais je sais pas, ça m'intéressait. Je pense aussi que voilà, j'avais un papa bricoleur, donc j'avais bien aimé bricoler avec lui. Donc quand on fait des expertises en immobilier, on touche à des choses concrètes. L'immobilier, c'est pas on voit de quoi il est question. Et puis, je sais pas, ça m'a intéressé. Okay. C'est comme ça. Du coup, vous êtes resté pas longtemps en fait dans ce cabinet, si je comprends bien. Dans le premier cabinet, je suis resté 2 ans. Dans le second, 2 ans et demi. Et puis, je me suis installé rapidement. Et pourquoi que 2 ans du coup dans ce premier ? Parce que à force d'être laissé à force d'être livré à soi-même. Donc c'était vraiment ce souci de formation. Il y avait des choses qui allaient je dirais qu'il y avait des erreurs de jeunesse, des choses auxquelles on m'avait pas dit de faire attention et que j'avais pas vu et je savais pas comment rattraper le truc. Et puis puis je pense qu'il y avait peut-être aussi une lassitude de ma part de ne pas recevoir la formation que j'avais, et peut-être une lassitude aussi de mon patron, mais pas méchante, de ne pas être le collaborateur dont il aurait rêvé. Bon, voilà, et puis j'avais fait le tour de la question, et puis je m'ennuyais peut-être aussi un peu. Ouais. Si on compare le tout premier job avec ce deuxième, là, c'est pas forcément l'extase de la formation, mais par contre, vous rencontrez au moins une matière que vous aimez, et dans laquelle vous êtes plus à l'aise, malgré les erreurs et tout. Oui. Et du coup, moi, ce que je vais appeler le troisième, mais qui en fait est pour vous votre deuxième cabinet, quand vous l'avez cherché, c'était... Alors, c'était par l'avocat que j'avais rencontré dans le premier cabinet avec qui j'avais sympathisé. Et futur associé, c'est ça ? Ouais. Et en fait, un jour, je le rencontre au palais et il me dit « Ah, mais tu plaides bien, toi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout. » Puis on a resympathisé. Et puis je lui ai raconté que j'étais pas heureux là où j'étais. Et il m'a dit « donne-moi ton CV, je vais le donner à Gérard Arnaud. » Et Gérard Arnaud me reçoit. Et non, il me reçoit pas. Je crois qu'il m'appelle en me disant écoutez, vous avez un CV intéressant, mais là on recrute pas, mais je garde votre CV. En plus, vous êtes recommandé par Jack, donc voilà. Et je crois que j'ai été très déçu. Et 2 mois après, il m'a appelé et il m'a vu et il m'a pris. Et je lui ai dit ce que j'attendais. Alors là, j'ai été extrêmement clair. J'ai dit voilà, j'ai besoin d'être formé, j'ai envie d'être formé. Moi, je suis prêt à bosser, y a pas de problème. Mais ça me gênait pas de bosser le week-end aussi. Enfin, à l'époque, j'étais jeune, je me dis moi, tout ce que j'apprends, c'est bon à prendre. Tout ce que j'apprends, tout ce qu'on m'enseigne, tout ce que je peux capter comme information, c'est bon pour devenir indépendant à terme. Indépendant dans la pratique de mon métier. Donc, ça me gênait pas. En plus, les gens n'abusaient pas de ce point de vue-là. On n'était pas obligé de bosser le week-end, mais de temps en temps, je revenais au cabinet le week-end parce que j'estimais que j'avais besoin de tranquillité pour faire quelque chose et que j'avais pas pu le faire pendant la semaine. Et voilà. Et donc, il m'a recruté et là, j'ai été plus heureux. C'était
D'abord, je suis passé de la rue de Bassano à l'avenue Montaigne. Ce qui n'était C'est pas... où la rue de Bassano ? Rue de Bassano, c'est une rue qui donne sur les Champs-Élysées, qui est juste au-dessus de l'avenue Georges V, qui est quasiment parallèle à l'avenue Georges V, qui donne entre l'ancien immeuble de HSBC et LVMH aujourd'hui. Donc on était là chez de Richie Senley, je suis passé donc voilà, c'était plus glamour d'être et puis j'ai fait beaucoup de choses intéressantes. J'ai travaillé vraiment sur des beaux dossiers. J'ai été mes patrons m'ont mis dans des dossiers qui étaient passionnants, qui étaient vraiment passionnants. C'était de l'immobilier aussi ? Non, il y avait de l'immobilier. On me donnait tout l'immobilier. Dès qu'il y avait des beaux commerciaux, des beaux d'habitation, on me les donnait parce qu'ils en faisaient pas beaucoup, mais c'était des dossiers de droit des affaires, du contentieux d'affaires, on va dire. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, j'en suis parti parce que j'avais la bougeotte et parce que je me rendais compte que cette envie de perspective. Oui, non. Et puis je vais dire autre chose. Ça me revient maintenant. Il y a eu, je suis parti au moment d'une scission, c'est-à-dire Aimé Mandel et Gérard Arnault et les autres se sont séparés, et ça m'a déstabilisé. Ça m'a déstabilisé. Je me suis aperçu que tout ce qu'on avait pu me dire sur le cabinet, sur l'évolution dans le cabinet, en fait, c'était des conneries puisqu'ils s'engueulaient entre eux et ils se séparaient. Mais je leur en voulais pas. C'est juste que voilà. Et à un moment donné, j'ai un ami qui m'a dit qu'il était stagiaire dans le cabinet. Aujourd'hui, il est associé dans un très 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 gros cabinet américain, un type brillant. Et qui m'a dit, je me souviens le jour où tu as donné ta démission, tu es arrivé dans le bureau, tu as dit, aujourd'hui, je descends, je donne ma démission. Tu es descendu, t'es remonté, t'as dit, voilà, c'est fait, je me sens mieux. C'était vraiment comme ça. J'avais eu une prise de conscience que c'était pas la peine de faire durer quelque chose qui n'aboutirait plus à rien et dont j'avais plus rien à sortir et dont je voyais bien que mes patrons, déjà ils étaient occupés par leur séparation. Et puis j'étais pas celui qui ferait partie des jeunes qui seraient promus. Donc voilà, donc je me suis installé et j'ai bien fait. Et donc là, l'installation, alors que pas ou très peu de clientèle personnelle. Bah j'avais fait, moi j'ai le chiffre en tête. J'avais fait à l'époque, en 95, j'avais fait 100 000 francs de chiffre d'affaires personnel. Comparé à, je crois que je devais être payé 18 000 francs par mois. Donc, c'était pas grand-chose, hein. C'est des petits dossiers par-ci, par-là. Enfin, c'était alimentaire, on va dire. Mais avec 100 000 francs, vous teniez pas. C'était pas possible. 96, la première année, j'ai fait 400 000 francs. La famille, les amis, le bouche à oreille, voilà. Et donc là, installation et seul, sous location chez l'un des associés qui s'était barré. Et aidé en cela par un autre collaborateur du cabinet qui m'a dit, Philippe, là, c'est bien, tu pars, mais tu sais pas où tu vas atterrir. Ils ont un bureau à sous-louer, vas-y, va les voir, etc. Donc ça a été bien. Et après, je me suis associé avec celui avec qui on discutait déjà d'association. Et là, j'ai été associé pendant 5 ans. Et là, ça a été très, très intéressant parce que là, j'ai vraiment développé ma clientèle. J'ai beaucoup appris. J'avais déjà beaucoup appris avec lui, mais j'ai ensuite... il s'appelle Jack Bussy, quelqu'un de formidable qui est toujours un ami. Et voilà. Et pendant 5 ans, on a fait des choses ensemble. Moi, je me suis occupé de la comptabilité, je me suis occupé de l'informatique. Au bout de combien de temps vous vous êtes associé du coup ? 1 an après mon installation. Donc une première bonne année, parce que vous dites que vous faites 400 000 par rapport à un premier chiffre d'affaires personnel avant de vous installer de 100 000. Ouais. Les dossiers, pour le coup, de toute matière ou plutôt quand même droit des affaires ? Non. Je suis venu, il n'y avait personne qui faisait du droit immobilier et j'étais là pour faire du droit immobilier et du contentieux. Ok. Il y en avait un qui faisait du droit social, une autre qui faisait du droit des transports. Jack, lui, faisait des fusions-acquisitions. Voilà. Et puis je savais qu'il me fournirait
comment dire, la masse de dossiers nécessaire pour survivre, parce qu'à moi seul, j'arrivais pas à développer assez rapidement. Ouais, donc en fait, l'idée c'était de vous associer justement pour pouvoir bénéficier du ruissellement des dossiers, de la mise en commun de clients et par rapport moi j'apportais. Alors, j'ai pas compris tout de suite ce que j'apportais. J'apportais mes angoisses. Donc mes angoisses, c'était, il faut pas qu'on dépense plus d'argent que ce qu'on a sur le compte, et il faut qu'on soit ultra bien équipé en informatique. Sinon, c'est la merde. Et donc ça, j'ai été bon là-dessus. Lui, il a apporté, on a fait un contrat entre associés qui était très bien fait. On était associés en association d'avocats, mais en fait, on avait nos règles de répartition qui étaient clair, net, équitable. Il y avait personne. Il n'y avait pas de sujet non adressé, un peu tabou, un tout peu était. Non, il y en avait pas qui bossaient pendant que d'autres foutaient rien. Voilà, c'est ça. Les choses étaient claires. En fait, on était des indépendants, mais ensemble, et ça a été très 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 intéressant. C'est là que j'ai appris mon métier. Au début, j'ai fait du droit, j'ai détecté les matières que j'aimais bien, mais vraiment apprendre mon métier, voir comment on fait avec des clients, être responsable, si on prend pas de risque, on peut pas apprendre son métier. Tant qu'on est collaborateur, on apprend des choses, mais c'est en prenant des risques financièrement, de pas gagner sa croûte, que on apprend vraiment son métier, et qu'on apprend à fidéliser des clients, qu'on apprend à traiter les dossiers, etc. Non, ça a été passionnant. Et donc c'est là, au moment où vous vous associez, que vous apprenez à développer. Je me suis associé, je me suis marié, j'ai fait des enfants, j'ai tout fait. Ah là, ça a été la grande époque. Ça a été la grande époque. C'était entre 95 et 2000, quoi. Entre 96 et 2001, ça a été la grande époque. Si vous voulez que je vous résume les choses autrement, on était avenue Raymond Poincaré. Les souvenirs que j'en ai, c'est qu'il faisait toujours beau. Il y avait toujours du soleil. Les souvenirs que j'en ai, c'est la Coupe du Monde de 98, l'euphorie de la Coupe du Monde de 98, le bonheur de se marier, le bonheur d'avoir des enfants. C'était une lune de miel professionnelle. Époque, ouais. C'est une belle époque, et il y a sûrement des mauvais souvenirs. Je sais pourquoi ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce qu'au bout d'un moment, là aussi, je sentais que il y avait quelque chose qui fonctionnait plus entre moi et les autres, qu'il y avait un truc qui fonctionnait plus. Et vous savez ce que c'est que ce truc ? Difficile à dire. C'est une lassitude. Le sentiment que bon, alors après il y a des choses compliquées, je ne veux pas les raconter en public, mais peut-être on va dire des erreurs de part et d'autre dans le fonctionnement, des erreurs, mais pas des erreurs intentionnelles, des erreurs qui font que les besoins des uns et des autres évoluent, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, que ce que les uns attendent des autres n'est plus ce qu'ils attendaient à l'époque, et voilà, des évolutions. Une difficulté à actualiser finalement ce contrat social entre vous. Oui. Alors on dit qui que au début était si bien équilibré. Oui, et en fait, on s'est quand même séparés bons amis. Et en plus, j'ai rejoint comme associé un ami de mon ancien associé, un ami de Jack. J'ai rejoint François comme associé, et puis je pense que j'avais besoin d'autre chose. Non, mais ça résume bien. Vous avez parlé plus de lassitude que de conflit. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui a mal évolué, qui a mal grandi. Je pense qu'il y a un élément, sans rentrer dans le détail. Je pense qu'on a tous dans nos vies personnelles des épreuves, des choses qui changent, qui font que ça nous, pas dire que ça nous modifie, mais ça nous change, et que à moins d'être un roc, il y a des avocats qui sont des rocs. Il peut leur arriver beaucoup de choses dans leur vie personnelle. Ils sont des bulldozers. Ils continuent professionnellement et ça change rien.
ils gèrent très bien leurs souffrances, ils gèrent très bien leurs difficultés. Et moi, je pense que de part et d'autre, chez chacun, il y avait des choses qui allaient pas et qui faisaient que ça avait une influence sur nos besoins en termes professionnels. Et moi, j'ai envie de dire que je suis passé d'une situation où j'avais un grand frère, Jack avait 10 ans de plus que moi, où je suis allé m'associer avec on va dire, un grand-oncle, un oncle, quelqu'un avec qui quelqu'un d'exceptionnel, mais un avocat exceptionnel, qui, moi, me fascinait parce qu'à lui tout seul, il faisait le chiffre d'affaires d'une équipe de n'importe quel grand cabinet anglo-américain. J'étais fasciné, mais c'est quelqu'un qui n'a pas sa plaque en bas, dans la rue, ni même dans l'immeuble. C'est-à-dire, pour ça que je ne donnerai pas son nom, il a pas de... il veut pas qu'on... Voilà. Grande discrétion. Grande discrétion. Donc ça, c'est quand vous avez rejoint... En 2001. Et là, je le rejoins, et alors ça aussi, c'était... pour moi, c'était vraiment un pas... enfin, c'est bon. Je l'ai rejoint, et le 11 septembre 2001, à la télé, au cabinet, on voit les tours. Vraiment, c'était un bouleversement. C'était un bouleversement personnel. Il y a eu un bouleversement géopolitique en même temps. Enfin, c'était voilà. Et là, je suis resté associé jusqu'à fin 2005 avec lui. Donc septembre 2001, décembre 2005. Et alors là, j'ai bossé sur tous les dossiers que j'avais pas vus quand j'étais collaborateur. Je les ai vus, des arbitrages internationaux, des choses, mais des dossiers mais exceptionnels. J'ai quand même quelques questions. Alors déjà une observation. Ouais. Vous avez parlé de ces choses qui nous modifient, qui du coup ont un impact sur qui on est et comment on évolue professionnellement, sauf à être un rock. Ouais. Ça me fait penser à un très joli livre que j'ai lu récemment de Claire Morin, je crois qui s'appelle Rupture, avec le S entre parenthèses à la fin. Et c'est justement sur ce sujet, sur les ruptures qui se passent en soi et comment elles nous transforment. Bref, mais ça rejoint complètement, encore une fois, votre réflexion initiale qui est celle de faire danser ensemble le professionnel, l'avocat et qui vous êtes, quoi. Enfin, je veux dire, on est sur du fil rouge de toute façon de pas être un rock. Ouais. Il fallait que je m'adapte à moi-même. Hein. Oui, non, mais voilà, mais je le souligne parce que ça fait partie de mon travail de souligner de faire les sous-titres. Et voilà, donc ça, première observation. Et puis après, plus dans la question. Du coup, au moment de quitter cette association, vous vous associez avec cet autre avocat, donc qui plutôt cultive la discrétion. Et qui en fait est une connaissance donc d'un de vos associés. En fait, leurs deux filles étaient les meilleures amies et sont toujours les meilleures amies du monde, et les parents se connaissaient comme ça. Ouais, et Jack un jour vient me voir et me dit, mais François, je veux dire, il avait eu un souci de santé, il l'avait remplacé sur un dossier. Donc Jack avait remplacé François, il m'avait dit, mais il a des dossiers hallucinants. Je comprends pas comment il fait. Il est tout seul. Et il a des dossiers, mais hallucinants. Et il a accepté de vous prendre en associé. Enfin, comment ça s'est fait justement? Alors, ça s'est fait de la façon suivante. J'ai été le voir. Par curiosité de ce que vous avez dit, Jack? Non, c'est un truc très particulier. Ah ouais, non, ça il faut que je vous raconte l'histoire. Il faut que je vous raconte l'histoire parce que c'est une histoire hallucinante. Il me parle de François et me dit, ce type est hallucinant. Et il me fait une description d'un bonhomme que je n'avais jamais vu. Avec des dossiers incroyables et d'une intelligence prodigieuse. Presque en se demandant, mais pourquoi moi, Jack, qui suis si brillant, etc., je ne peux pas faire comme lui. Et François, je ne l'avais jamais rencontré. Et un jour, je vais à une conférence et je connaissais son nom de famille. Et dans cette conférence, celui qui gère la conférence dit, maître, et il cite son nom, vous avez une question à poser. Donc je l'avais jamais vu, et puis des gens qui portent le même nom de famille, il y en a d'autres au barreau de Paris, il y en a au moins 5 ou 6. Et j'entends une question, je me dis, c'est pas possible. Ça doit être lui.
c'est supérieurement intelligent comme question. Le type qui pose cette question, il est au-dessus du lot. Et à la fin, je vais le voir, je lui dis, est-ce que vous êtes François machin? Il me dit, oui, c'est moi. Je lui dis, je suis l'associé de Jack. Ah, enchanté, etc. Et on descend ensemble au parking, et j'avais plus d'argent sur moi. Je pouvais pas payer. La loose pour rencontrer quelqu'un. Et je lui dis, vous pourriez pas me prêter 10 balles parce que, mais je vous jure, je vous les rendrai. Il me dit, mais j'y compte bien et avec intérêt. Et donc on se marre. Bon. Et je me dis, ah bah, je l'ai enfin rencontré. Et je me dis, le type est vraiment incroyable. Et un mois après, il vient au cabinet sur un dossier qu'il traitait avec Jack. Et je reconnais sa voix. Je prends mon porte-monnaie, les 10 balles, je prends 10 balles et je rajoute alors c'était après l'euro, je sais plus quand non, c'était avant l'euro, puisque l'euro c'était juste avant l'euro. Donc je rajoute 1 franc et je lui dis, voilà les 10 francs que vous m'avez prêtés et voilà les intérêts. Et alors il a éclaté de rire. Quelque temps après, il avait un gros dossier en immobilier. Il m'a demandé de m'en occuper. Je n'ai toujours pas compris comment il a fait. Il a réussi à négocier. D'abord, il a monté toute la stratégie, une stratégie que j'aurais pas été capable de la concevoir. Et ensuite, il a été voir l'avocat adverse. Il lui a dit, écoutez, voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça comme en arbitrage. C'est-à-dire qu'on renonce par avance à faire appel, à toute voie recours. Celui qui gagne, gagne. Sinon, nos clients, ils peuvent s'écharper pendant 10 ans. Et le mec en face a dit oui. Ils ont signé un papier comme quoi ils renonçaient par avance à toute voie de recours. On a été plaidé. On a gagné. Et on a été condamné à un article 700 parce qu'on avait gagné de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on avait juridiquement raison, mais le juge avait considéré qu'on avait été de mauvaise foi. Il nous a condamné à un article 700 qui était, par rapport à l'enjeu, des cacahuètes. Qui était rien du tout. Et donc, là, je me suis dit, non mais ce type, j'en rencontrerai pas 2 comme ça. Et donc, je vais le voir un jour, quand j'étais un peu malheureux. Non, il me met sur un autre dossier, hallucinant, un arbitrage international. On part... Mais qui a quelque chose à voir avec le droit de l'immobilier ? Non. Là, il me met sur un autre... C'est à voir avec le contentieux. Un gros dossier de contentieux. Okay. Et où il y avait des aspects contentieux et des aspects non contentieux, mais des enjeux... et puis même, c'était intéressant, quoi. Mais c'est drôle, parce qu'on peut imaginer que ce type, il aurait 1000 autres personnes à qui il aurait 1000 autres personnes à sous-traiter ses... Oui, mais non, je pense qu'il m'aimait bien. Enfin, il n'y avait pas que ça. Après, j'ai eu le fin mot de l'histoire. Et puis un jour, je vais lui dire, écoute, je suis pas content avec Jack, ça se passe, c'est pas, voilà, est-ce que tu as des idées? Bon, j'ai rencontré des gens, mais c'est compliqué, c'est pas ce que je veux. Il me dit, Philippe, moi, mon associé est parti, il y a une place, si tu veux, tu viens, tu es le bienvenu. Et je m'y attendais pas. Et là, je me dis, bon, voilà, la chance ne passe pas 2 fois. J'ai cette chance-là. Là, je la saisis. Ouais, je la saisis. Et c'était quoi ce fin mot de l'histoire ? Alors, le fin mot de l'histoire, c'est qu'un jour, au moment où, peu avant le moment qu'on se sépare, j'ai été le voir, je lui ai dit, mais en fait, François, toi, tu m'as apporté énormément de choses. Tu m'as expliqué énormément de choses. Tu m'as fait comprendre beaucoup de choses sur la vie, sur le métier d'avocat. Je suis encore très proche de lui. Et je lui dis, mais moi, qu'est-ce que je t'ai apporté ? J'arrive pas à voir ce que je t'ai apporté. Et il m'a dit, tu m'as apporté 2 choses. La première, c'est un truc un peu personnel, il m'a dit, voilà, moi je suis propriétaire de mes locaux, j'ai pas besoin de travailler pour vivre. Ça marche très bien, une très belle réussite. Hein. Et ben quand tu es chez toi, tu as envie de voir des têtes de gens que tu aimes bien. Et être avec toi, c'est un plaisir. À chaque fois que je viens au cabinet, je suis heureux de te voir. Bon, je me disais, c'est sympathique. Un beau compliment. Beau compliment. Je lui dis, c'est tout ? Il n'y a que ça ? Il n'y a que ce confort ? Il me dit, non, il y a un autre truc. C'est qu'il y a très peu de gens qui sont capables de me résister sur un raisonnement.
et toi, tu lâches jamais. C'est-à-dire, tant que t'as pas compris un truc, tant que t'es pas d'accord, tu me résistes. Et il m'a donné des exemples sur des dossiers où je lui ai dit non, je comprends, mais je te suis pas, je suis pas d'accord. Et effectivement, j'avais pas de. Il me dit les gens ont peur de me résister ou ils me respectent trop. Toi, tu me respectes, mais tu me résistes. Si t'es pas d'accord, tu me le dis. En fait, je me suis rendu compte que j'avais une personnalité, j'avais une bonne personnalité, on va dire, mais que j'étais un peu têtu aussi, que j'étais accrocheur. D'ailleurs, l'associé précédent, Jacques, m'avait surnommé Terminator. Il m'avait dit, c'est pas parce que tu vas tuer tout le monde, mais parce que tu termines les dossiers. Or, les avocats ne terminent pas les dossiers. Tu vas jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que ce soit fini. Et voilà. Et en fait, grâce à François, enfin grâce à Jacques d'abord, grâce à François, je me suis trouvé. Et à un moment donné, je me suis dit voilà, maintenant il faut que je me mette à mon compte parce que je peux plus, si vous voulez, à l'ombre du chêne, il y a pas enfin c'est pas qu'il y a pas grand chose qui pousse. Si on pousse, on grandit, mais à un moment donné, il faut avancer. C'est intéressant parce que du coup, vous avez poussé dans des cadres d'association. Ouais. Alors qu'on peut beaucoup associer le fait de pousser au cadre du collaborateur. Et je retiens quand même, rien à voir, mais cette très belle question qu'on peut poser aux gens, c'est-à-dire, qu'est-ce que je t'apporte ? Bah oui, Non, mais c'est une question qu'on pose peu et qui est une jolie question, je trouve. Oui, mais c'est-à-dire que moi, je me sentais un peu, pas coupable, mais redevable. Et en fait, en me disant ce qu'il m'a dit, il m'a permis de partir en me disant, c'est bon, je ne lui dois rien. Je suis libre. C'est une belle question pour lutter contre l'imposture aussi. Dans quel sens ? C'est une belle question dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de personnes où ce sentiment de redevabilité, finalement ça crée aussi, on se dit mais en fait ça crée des doutes sur ce qu'on apporte soi, sa valeur mais peut-être que vous placez pas ce mot-là. Je sais pas. Mais mais je la retiens comme étant une bonne question, ouais. Oui, une belle question, une bonne question et aussi une belle question parce que je trouve qu'elle est empreinte de quelque chose d'une posture très humble, très et puis le fait de s'interroger, je trouve ça assez sain, le fait de s'interroger, la capacité de s'interroger sur ce qu'on apporte aux autres, c'est-à-dire de se questionner. Alors moi j'ai passé un certain nombre d'années sur le divan. Donc la remise en question, je sais ce que c'est. Et je sais à quel point ça peut être difficile. Pour moi, on fait des erreurs dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Il y a des choses à côté desquelles on passe. Celui qui me raconte qu'il a une trajectoire rectiligne, je le crois pas. C'est pas possible. Et plus j'avance dans la vie, plus je m'aperçois qu'il n'y a pas de parcours parfaitement lisse. Mais pour moi, je dis bien pour moi, il y a... moi, j'aime bien que les choses soient claires. J'aime bien, avec les clients, avec moi-même, avec mes associés, avec mes amis. J'ai besoin de... pour bien fonctionner, j'ai besoin de ne pas m'encombrer l'esprit de tout ce qui est négatif, de tout ce qui crée des difficultés, du non-dit. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai pas de temps à perdre avec ça. La vie est compliquée, la vie est complexe. On a des épreuves, on a des défis. Ma mère a coutume de dire, la vie, c'est des difficultés les unes après les autres. Et quand on se débrouille bien, on a des moments où on profite entre les deux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas que ça, mais c'est comment dire, sur le long terme, quand on regarde en arrière, on se dit waouh, quand même, je suis passé par pas mal de choses. Mais pour moi, ce qui compte, c'est que les relations soient saines avec les gens. Et donc, oui, c'est pour ça que je pose cette question. C'est parce que j'ai une interrogation. Voilà. Donc, si je m'interroge sur quelque chose, je pose la question.
Avec les clients, j'ai beaucoup progressé. J'étais pas capable d'être comme ça à ce point quand j'étais jeune. J'ai fait des erreurs et aujourd'hui, ces erreurs me servent beaucoup parce qu'elles m'évitent de me mettre dans des situations ingérables. Vous pensez à quel genre d'erreur ? Erreur d'évaluation sur on va dire accepter d'emmener des gens dans un contentieux quand c'est pas bon pour eux. Accepter un dossier quand on est le Xème avocat et qu'il y a 2 sinistres. Il y a le dossier de fond et puis il y a le dossier en lui-même. C'est compliqué, c'est très compliqué. En général, maintenant, je refuse. Là, j'en ai accepté un et c'est pas facile. C'est pas facile. Je l'ai accepté parce que ça m'a été envoyé par un ami et que les gens sont des gens bien, mais c'est pas facile. C'est pas facile de voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, vendredi, j'ai reçu une dame qui est venue me voir en me disant qu'elle estimait qu'elle avait fait un mauvais investissement immobilier, qui n'était pas rentable et qu'elle voulait faire telle et telle et telle chose. J'ai pris ma calculette, j'ai fréquenté quelques experts immobiliers, je lui ai dit qu'il y a beaucoup de gens, je lui ai démontré par A plus B qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé faire l'investissement qu'elle avait fait et que si elle avait envie de saccager son investissement, elle pouvait chercher un autre avocat, que moi je le ferais pas. Que moi, je lui conseillais de garder ce qu'elle avait, c'était un très bon investissement et qu'il fallait surtout pas le mettre en danger pour sa retraite. Peut-être qu'il y a 10-15 ans, j'aurais pas agi de la même façon. Donc, non, j'ai besoin d'être en accord avec moi-même. J'ai besoin d'être en accord avec mes expériences passées. J'ai besoin d'être certain que ce que je fais va être utile pour le client. Exemple, des clients viennent vous voir. Oui, c'est une affaire de principe. Ou ils viennent vous voir avec un dossier avec des enjeux minimes. Il m'arrive souvent de leur dire, écoutez, moi, ça va vous coûter tant. L'expert, ça va vous coûter tant. Vous prenez cet argent et vous faites vos travaux. Vous avez mal choisi votre entreprise. C'est de votre faute. C'est pas de votre faute qu'il est mauvais, mais c'est de votre faute d'avoir choisi quelqu'un qui n'était pas bon. Donc, ne résolvez pas tout par du contentieux. Voilà, c'est mon rôle aussi de ramener les gens à la réalité. Et puis, c'était quoi la question déjà ? La question, c'était ces erreurs que vous avez faites et alors, il y a une maintenant... Oui, il y a une grosse erreur que j'ai faite. Alors, c'est pas vis-à-vis d'un client, c'est vis-à-vis de moi. C'est de croire au tout contentieux. Et un jour, j'ai un ami qui m'a envoyé un dossier qui a duré 1 an et demi, dans lequel j'ai très bien gagné ma vie, où on a tout gagné, mais je suis ressorti lessivé. Nerveusement, moralement lessivé. Je me suis dit, le contentieux ne m'amuse pas. Franchement, les gens qui vont faire la bagarre devant les tribunaux, au lieu de s'asseoir, de s'engueuler un bon coup et de résoudre leurs problèmes, ça m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que je vais vivre par procuration, enfin pas par procuration, pourquoi je vais vivre leurs problèmes alors qu'ils veulent pas, et d'ailleurs à la fin, au bout d'1 an et demi, ils s'assoient et ils négocient. Alors vous allez me dire, c'est une question de temps, ils ont besoin de se taper sur la gueule pour s'évaluer mutuellement et aller, mais ça m'a pas amusé, et là je me suis posé des questions et j'ai décidé de faire une formation en médiation. Et j'ai estimé que le tout contentieux était une erreur. Et alors la formation en médiation m'a remis en accord avec moi-même et a fait qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai 4-5 dossiers contentieux. Mais tout le reste est négocié. Enfin bon, je me répète, mais tellement d'avocats que je connais me disent ça. M'ouvrir à la médiation, me former à la médiation. Me former, s'ouvrir, c'est accepter qu'il y a un autre moyen. La formation sur la médiation est une formation passionnante, mais on retrouve les mêmes éléments dans la formation de coach, sur la procédure collaborative, sur l'écoute, la négociation, etc. Mais je dirais que les choses sont assez bien institutionnalisées au niveau des diplômes de médiation. Et voilà, maintenant je suis sur la liste de la Cour d'appel des médiateurs, etc. J'ai reçu mon premier dossier, j'espère que j'en aurai d'autres. C'est très difficile aussi. On est aussi là confronté à l'irrationalité, on est confronté à l'irrationalité, on est confronté aux difficultés des gens, on est confronté non pas au contentieux, mais au litige en lui-même.
puisqu'ils mettent entre parenthèses le contentieux, la procédure, si vous voulez. Et donc, c'est difficile, c'est complexe. Il y a des médiateurs qui sont excellents. Il y en a même quelques-uns qui ne vivent que de ça parce qu'ils sont très bons. Mais à terme, oui, ça m'intéresse. Je trouve que c'est une œuvre. Je trouve que je participe plus à la justice, c'est-à-dire à cette action qui consiste à rétablir un équilibre en tant qu'avocat formé à la médiation, médiateur, qu'en tant qu'avocat qui va faire de la procédure. Oui. Et ça, c'était il y a longtemps ? C'était en 2014. J'ai fait la formation en 2015-2016. J'ai eu le diplôme en 2017 et ça a complètement changé ma pratique. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un client me voit et me dit « Ouais, l'autre, il m'a dit que... » Je dis « Ah bon ?» Ok, d'accord. Il a un avocat ? Non. Je dis « Je vais l'appeler. » Bonjour monsieur, bonjour madame, vous avez le droit de ne pas me parler. Je suis l'avocat de la partie adverse, de votre propriétaire, de votre locataire, etc. Mais cela étant, voilà, il m'a dit qu'il y avait un problème. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Expliquez-moi. Les 2 dernières expulsions que j'ai faites, c'était sans procédure, sans huissier, en discutant. C'était pas une expulsion. C'était une situation qui était bloquée. J'ai parlé avec le locataire. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez ? Écoutez, monsieur, 2 fois, de suite. Puisque vous m'appelez et que vous m'écoutez et que vous prenez le temps, je suis d'accord, je vais partir. Vous imaginez si j'avais été obligé de me taper une procédure et voilà. Donc, les erreurs, c'est ça. C'est l'erreur d'avoir cru uniquement dans le contentieux. Parce que les cabinets entiers reposaient sur du contentieux. Non, oui, c'est une erreur. L'erreur, ça peut être des erreurs d'évaluation, il y a beaucoup de types d'erreurs qu'on peut faire. Oui, mais en tout cas, là, vous en avez cité ces erreurs qui sont des erreurs très chapeau, quoi. Le fait d'écouter le besoin de se poser la question sur le besoin de son client, se poser la question du tout contentieux. Et de se poser la question de savoir si je suis le bon avocat ou pas pour faire ce qu'il veut faire. Exactement. Et qu'est-ce que je peux apporter ? Alors parfois, il m'arrive de techniquement pas être le meilleur avocat. Et si vous avez envie d'apporter en plus ce dont l'autre a besoin. Mais je suis celui qui est capable de trouver l'autre bon avocat, le bon expert judiciaire, le prof de droit dont on a besoin, de réunir une équipe. Et à ce moment-là, oui, je prends le dossier. Et puis ouais. Et j'ai une autre question, pareil, ça nous fait refaire repartir plus dans la chronologie, mais vous avez dit que vous avez grandi dans le cadre de vos associations, l'association avec Jack, l'association avec François. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez que vous avez appris avec Jack ? Qu'est-ce que vous diriez que vous avez appris avec François ? Avec Jack, j'ai appris ce que c'était que le conseil. C'est-à-dire que je faisais du contentieux à côté d'un avocat de conseil. Un avocat qui faisait des fusions-acquisitions. Et j'ai appris que il y avait autre chose que le barreau traditionnel dans la vie, qu'il y avait aussi des avocats qui parlaient couramment anglais, qui parlaient couramment japonais, qui parlaient couramment plusieurs langues, qui maîtrisaient la comptabilité, qui avaient de bons réflexes en fiscalité, qui savaient rédiger, qui rédigeaient des contrats dans lesquels il n'y avait pas de contentieux ensuite. Que le droit français c'était bien, mais connaître le droit américain et le droit anglais c'était pas une mauvaise chose. J'ai appris que le barreau traditionnel français pensait être le centre du monde et qu'il n'était pas le centre du monde, et que j'ai découvert, j'ai compris qu'il fallait respecter tous ces gros cabinets qui font des fusions-acquisitions, qu'il fallait respecter la réussite, en général, dans les affaires et chez les avocats, qu'on pouvait être dans les affaires en étant éthique, j'ai appris énormément de choses. Donc une ouverture d'esprit. Une ouverture. Grâce à eux, j'ai eu une culture, une vraie culture droit des affaires,
que j'avais pas eu même dans le premier cabinet où j'avais c'est ce été. que j'allais dire, parce que vous aviez un petit peu traversé cet univers-là, non. Mais vous en étiez pas imprégné. Voilà, et puis j'ai appris qu'il fallait être humble, que on ne pouvait pas s'improviser dans tous les domaines. Donc j'ai appris ça, j'ai appris mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur le jazz, sur la musique classique, que j'aimais déjà beaucoup, mais on a eu des grandes discussions. J'ai lu des livres, grâce à Jack, sur... comment il s'appelle cet auteur américain qui a beaucoup écrit sur l'Asie. J'ai oublié le nom, mais c'est une référence. J'ai pas une bonne mémoire, mais enfin, il m'a fait lire des choses, il m'a fait découvrir le monde, à l'époque, je me souviens, quand j'étais avec lui, c'était avenue Montaigne, il y avait quoi? Il y avait 4-5 restaurants japonais à Paris. Il m'a emmené. J'ai mangé mes premiers sushis avec lui bien avant que ce soit à la mode. Et il m'a expliqué, il avait vécu au Japon, il parlait japonais, il m'expliquait ce que c'était, il parlait aux serveurs en japonais. Et voilà, j'ai appris ce que c'est un bon sushi et un mauvais sushi. Non, mais je veux dire, c'est pas que professionnel. J'ai appris beaucoup de choses sur la nature humaine. J'ai appris beaucoup de choses sur ce que j'idéalisais, qui n'était pas comme j'idéalisais, qui était différent. En général, je suis un peu descendu sur terre. Et avec François, François, il m'a apporté un truc énorme. C'est que je l'ai rejoint en sachant que j'avais beaucoup de chance, que j'allais enfin pouvoir apprendre avec lui ce que je n'avais pas appris en tant que collaborateur, parce que j'étais trop fragile, j'étais pas assez fort, etc. Qu'en plus, je serais avec quelqu'un qui me respecte et qui m'aime. Enfin voilà, c'était une relation quasi familiale. Et quand mes enfants et leur maman venaient, c'était toujours la rigolade, c'était sympathique. Enfin voilà, et avec lui, j'ai appris que... D'abord, j'ai appris ce que c'était qu'un esprit supérieur. Et j'ai appris que je ne serais jamais comme lui. Mais lui, pour le coup, il m'a appris à pêcher. Il ne m'a pas apporté du poisson. Il m'a appris à pêcher. Pas dans le sens commercial, à aller chercher le client. Il m'a appris à être exigeant. Il m'a appris à... J'ai quand même vu un truc assez incroyable. Un type, dans des matières, être capable, sans connaître la matière, uniquement par un raisonnement logique et exigeant, voir où était le point faible. Et me dire, Philippe, cherche, je suis sûr qu'il y a un truc là, je le sens. Et on cherchait et on trouvait, à chaque fois. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment se passait un arbitrage en dehors des livres. J'ai appris que je suis intervenu sur des dossiers où il y avait le gouvernement intervenait aussi. Voilà, et puis j'ai compris que j'étais pas fait pour ça. Mais j'ai appris énormément de choses. Pourquoi ça s'est terminé ? Ça s'est terminé parce que je développais ma clientèle de plus en plus, que j'avais plus besoin de ces dossiers et que je sentais que je pouvais pas la développer en étant son collaborateur. Mmh. Et ça, c'est la raison, on va dire, pragmatique. Et ça s'est terminé pour une autre raison que j'ai découvert ensuite, c'est que j'allais vivre une épreuve et qu'en fait j'avais besoin d'être seul pour pouvoir vivre. Mais je ne savais pas que j'allais vivre cette épreuve dans ma vie personnelle. Et il fallait que je sois indépendant, il fallait que je sois à mon compte. Et voilà, et cette épreuve, je l'ai vécue. Je suis parti, je me suis installé à mon compte en 2006. Et je l'ai vécu en 2007. Et voilà. Et ce développement de clientèle, c'était quelque chose d'intentionnel ? C'est quelque chose qui est arrivé par non, des confrères qui vous envoyaient des dossiers, des rencontres ? En fait, il y a eu une autre personne qui a beaucoup compté pour moi, qui n'est pas un patron,
qui est celui qui a créé le diplôme de médiateur à l'Institut catholique à l'IFOMEN, qui s'appelle Stéphane Ben Simon, qui est un normalien, qui est un monsieur qui doit avoir, aujourd'hui, je vais avoir 54 ans, il doit avoir 72, 73 ou 74 ans. Il est toujours à la barre du diplôme. C'est aussi un esprit supérieur. Et c'est lui qui m'a appris que les meilleurs apporteurs d'affaires étaient les confrères. Et que c'était pas la peine, forcément, si on n'aimait pas écrire, si on n'aimait pas aller dans les cocktails et dans les dîners, qui suffisait. Et comme j'ai beaucoup de bonnes relations avec beaucoup de confrères, un jour j'ai dit, tu sais que si tu as des dossiers en beaux commerciaux, en immobilier, je suis là. Et puis je l'ai dit, et puis les dossiers sont venus. Il faut le dire. Et les confrères m'ont envoyé des gens parce qu'ils savaient que je m'occuperais des gens, de leurs clients, comme eux s'en occupent, et que je leur piquerais pas les clients. Et on m'a envoyé aussi pas mal de conflits d'intérêts. Et voilà, les choses se sont fait comme ça naturellement, mais j'ai pas fait de démarchage commercial. Ça s'est fait naturellement. Ouais. Je dirais que ça s'est plus fait parce que je m'entendais avec ses confrères sur le plan humain que pour des raisons professionnelles. Et puis quand on m'envoyait un dossier et que je savais pas faire, je le disais. Donc, alors, vous voyez, et donc ça, Stéphane, c'est très important ce qu'il m'a appris. Il m'a dit, c'est les confrères qui envoient des dossiers. Donc voilà, si tu t'entends bien avec les confrères, il suffit que tu leur dises que tu existes et ils t'enverront des dossiers. Et moi, j'envoie beaucoup de dossiers aux confrères, mais qui sont des amis, avec qui je m'entends bien, ou à des experts judiciaires, ou à des... voilà. Donc mon réseau, il s'est développé en fait à la base uniquement sur des affinités humaines, et puis voilà, puis ça a eu des effets professionnels, mais s'ils m'envoient pas de dossier, ça reste mes amis. Et puis ils peuvent m'envoyer des dossiers, moi ne pas leur envoyer. Je peux envoyer des dossiers à quelqu'un qui m'enverra jamais de dossier. Je m'en fous. Je demande pas de pourcentage. Je ne donne pas de pourcentage. Les choses pour moi, doivent se faire sur le plan humain. Donc, ouais. Ok. Et du coup, cette installation, pour le coup, elle s'est bien passée et elle continue. Elle s'est passée en 2005. D'abord, j'ai sous-loué des bureaux. Ça fait 15 ans. Ouais, j'ai sous-loué des bureaux chez des amis. Et j'ai eu un collaborateur, puis après j'ai plus eu de collaborateur, puis après j'ai eu 2 collaboratrices, puis maintenant j'en ai plus. Il y a eu une période où j'ai eu une secrétaire, j'ai plus de secrétaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui a joué sur cette taille d'équipe ? Est-ce que c'est le type de dossier ? L'afflux de dossiers. L'afflux de dossiers et le besoin de... Je crois que j'ai un besoin de transmettre. J'aime bien avoir des stagiaires. J'aime bien leur expliquer des choses, les aider. J'aime bien... Un jour, j'ai dit à François, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé. Et moi, j'aime bien aider aussi. Mais c'est instinctif. Quelqu'un me parle d'un problème. Si j'ai une idée, je lui en parle tout de suite. Je ne demande pas d'argent. Mon gardien me demande de l'aider. Si je peux l'aider, je le fais. Après, il veut me payer. Bon, je ne vais pas lui dire non, mais je veille à ce qu'il me paye en fonction de ses moyens. Je fais pas ça avec tous les clients, mais je veux dire, voilà, c'est ma démarche. Je fais quelque chose pour les gens que je peux aider. Votre question, c'était c'était quels sont les facteurs qui ont joué sur cette variation de la taille d'équipe ? Ah oui, c'est une montée en puissance du chiffre d'affaires, une baisse du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion que je veux plus avoir de charges. Oui, donc on suit encore cette ligne de il y a une activité qui se développe, qui fait que on a besoin de recruter, etc. Et puis potentiellement, ça s'accompagne de j'ai aussi envie de minimiser mes charges, de m'alléger en termes de contraintes, et donc potentiellement, je fais aussi avec un chiffre d'affaires différent, où j'arrive à travailler d'une autre manière qui me permet d'avoir le même chiffre d'affaires, mais sans... Oui, c'est une adaptation. Il faut savoir s'adapter. Je veux dire, quand on est en libéral, il faut s'adapter. Il n'y a pas d'autre solution. Pendant un temps, j'ai eu le fantasme du cabinet avec, la notoriété, etc. Mais ça me correspond pas. C'est pas moi. On vient pas me voir parce que je suis un cabinet. On vient me voir parce que je suis moi. J'ai même presque envie de dire, on vient voir
on vient pas voir l'avocat Philippe Lebovy, on vient voir Philippe Lebovy qui est avocat. C'est un bon... comment on dit, une bonne fermeture de cercle. J'ai perdu l'expression, mais... oui, je me suis trouvé. La boucle. La boucle est bouclée. Oui, je me suis trouvé, voilà. C'est clair. Je me suis trouvé, il m'a fallu du temps, mais je me suis trouvé et je suis resté en bon terme avec tous mes anciens associés. Bon, mes anciens patrons, non, il y en a un avec qui je suis en bon terme. L'autre, je suis content de le voir. Non, mais lui réciproquement moins. Non, mais j'ai croisé Olivier Fage il y a pas longtemps et c'était sympathique. Et j'ai croisé Gérard Arnaud dans la rue avec sa fille une fois seul et on a discuté, c'était sympathique. Et non, j'ai de l'affection pour eux. Moi, j'ai de l'affection pour mes patrons et mes anciens collaborateurs. Il y en a un qui est directeur juridique dans une boîte. On déjeune ensemble régulièrement. Il me fait pas bosser, il me fera peut-être bosser un jour. Je m'en fous. On se marre bien, on parle de bagnole ensemble. C'est Étienne. Et mes deux anciennes collaboratrices, je veux dire, il y en a une qui est encore avocate et l'autre qui a suivi son mari. Celle qui a suivi son mari, Céline, on a été manger ensemble quand elle est revenue à Paris. À un moment donné, j'ai eu besoin d'un truc, je l'ai appelé, son mari m'a filé un coup de main. Et l'autre, elle fait du droit des assurances? Non, l'autre, elle est au barreau de Pontoise. Et c'est une jeune femme, une mère de famille qui est d'origine sri-lankaise, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui vraiment s'est battue et qui est quelqu'un de bien. Mais dès que je peux lui envoyer une vac ou dès que j'ai besoin de quelqu'un, en plus elle sait comment je bosse. À un moment donné, il y a 1 an, j'avais un dossier qu'il fallait aller plaider à Dreux, je crois, ou à Évreux, je sais plus, à Évreux, je crois. Et j'avais trop de choses à faire, j'avais pas le temps, mais c'était vraiment sensible. J'ai appelé, elle l'a fait, puis je lui ai même envoyé 2-3 clients par-ci par-là. Et dès que je pourrais lui envoyer quelqu'un, je lui enverrai parce qu'elle mérite, parce que c'est quelqu'un de bien et parce que voilà. Donc non, c'est juste une adaptation. Aujourd'hui, moi je suis content comme ça, je fonctionne. Si j'ai besoin de monter une équipe, je monte une équipe. On traite le dossier. Je pense que j'aime pas. J'aime le collectif, mais j'aime pas la discipline du collectif. C'est-à-dire, j'aime pas que les choses me soient imposées. Je joue collectif à fond. J'essaye pas ce qui revient aux autres va aux autres. Leur mérite, c'est leur mérite à eux. Et mon mérite à moi, c'est de les connaître et de les avoir identifiés, de bien m'entendre avec eux, mais ça s'arrête là. Comment dire, non mais je veux plus payer de charges quoi. Une envie de légèreté dans l'exercice. Oui. Voilà, j'ai pris une bonne assurance. Si je suis malade, je suis tranquille. Ça me coûte beaucoup moins cher que quoi que ce soit d'autre. Et d'ailleurs, tiens, un autre truc que j'ai appris avec Gérard Arnaud. Quelle est la plus grande qualité d'un avocat? J'ai hâte que vous me répondiez. C'est d'être en bonne santé. C'est ça. Et il avait raison. On peut pas être un bon avocat si on n'est pas en pleine possession de ses moyens. Et il avait raison. J'ai appris plein de petits trucs chez mes anciens patrons, même avec mes collaborateurs. J'ai appris des choses avec eux. C'est très clair que vous apprenez des gens avec qui vous travaillez. Ah oui. Alors mon avenir, j'ai encore une vous bonne... Vous devancez ma question, c'est formidable. Mon avenir, oui, j'ai encore une bonne dizaine d'années à tirer. J'ai envie de dire, c'est pas une expression très très reluisante à tirer. On va dire c'est pas une lassitude. Oui, il y a une forme de lassitude. Voilà, au bout de presque 30 ans, puisque j'ai commencé à travailler en janvier 91, avant même d'être avocat, et que on va arriver à la fin de l'année 2020, donc ça fera 30 ans de vie professionnelle. Ce qui me motive n'est pas la même chose qu'avant. Encore que l'autre jour, avec mon père, qui a 89 ans, qui est un ancien psychanalyste, il m'a dit, mais depuis que tu es tout petit, tu aimes trouver des solutions. C'est ton truc, depuis que tu es tout petit. Donc en fait, moi, c'est ce que j'aime, c'est trouver des solutions. C'est ça qui me plaît. Parfois, ça passe pas forcément par les chemins par lesquels j'aimerais que ça passe, mais j'aime aboutir à des solutions. Et il y a des fois, je suis très bon, il y a des fois, je fais juste mon métier, et il y a des fois, je suis moins bon.
Malheureusement, on réussit pas toujours. Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et tant que je pourrais trouver des solutions pour les gens, je continuerai ce métier. Si je n'ai plus de clients un jour, c'est que je ne leur apporte plus de solutions. Et si j'ai des clients mais que j'arrive plus à leur apporter des solutions, eh ben je ferai autre chose. Mais globalement, c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, c'est les aider à identifier la voie de la solution. C'est un peu ce qu'on apprend en médiation. Et voilà. Et j'ai encore beaucoup de choses aussi à modifier. Qu'est-ce que vous voulez modifier ? Parfois, je démarre un peu vite, je monte vite dans les tours. Parfois, à l'intérieur, ça se voit pas forcément, mais voilà. Et ça m'est arrivé récemment dans un dossier et j'ai failli démarrer. Il y en a eu deux. Il y en a un où j'ai démarré et bon, ça s'est bien terminé. Mais dans un autre, je me suis dit, je vais encore me fatiguer à m'engueuler avec le confrère, à être dans la tension, etc. Et j'ai réussi à détourner cette énergie et à lui dire oui, vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec vous, on va faire comme vous voulez, c'est d'accord. Et puis j'ai quand même fait ce que je voulais. La technique de Sioux. mais moi, j'ai des voilà. amis, enfin moi j'admire les gens qui sont capables de faire ça et j'espère que j'arriverai à faire ça moi aussi. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je veux travailler personnellement. Et j'ai des amis de mon âge, donc jeunes, voire même un petit peu plus jeunes, qui déjà maîtrisent ça. Je trouve que très fort. C'est très fort. Ouais, c'est très fort. Parfois, il faut aussi savoir être un peu batailleur. Hein. Il y a des dossiers dans lesquels il faut se bagarrer. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas bagarreurs. Hein. C'est oui. plus qu'ils comprennent qu'avec cette personne-là, c'est pas par la bagarre et qu'il y a un espèce de truc un peu sioux. Bref, j'ai une admiration pour cette qualité. Et donc voilà. Mais on peut toujours s'améliorer. Ouais, trouver des solutions pour les gens. Alors, j'ai envie de dire une autre chose. Pour ceux qui auront eu la patience d'écouter jusqu'au bout, il faut quand même un peu kiffer. C'est-à-dire, si on fait ce métier et qu'on kiffe pas, c'est compliqué. C'est un métier dangereux. C'est un métier dangereux, avocat. Dangereux pour vous-même. C'est un métier qui peut broyer les gens. C'est un métier où vous êtes en conflit avec en conflit avec l'adversité, oui, en contact avec l'adversité, je voulais dire, mais c'est un beau lapsus. Vous êtes je veux dire, c'est pas quelque chose de facile. Les gens pas contents, les gens dans les problèmes, et même quand vous n'êtes pas dans le droit de la famille ou le droit pénal, c'est pas facile. Et c'est pas par hasard il me semble qu'il y a un taux de crise cardiaque assez élevé chez les avocats, qu'il y a pas mal d'avocats qui prennent des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Moi j'en prends pas parce que je régule les choses par moi-même. Je fume pas, je bois. Enfin, j'ai pas ces choses-là. Je fume pas, je bois pas, je prends pas de médicaments. Mais c'est un métier à haut risque, c'est un métier difficile. Donc si on kiffe pas un peu, si on n'est que dans le sacerdoce ou ça vous bouffe. Donc il faut faire attention. Vous pensez que cette vigilance de tout début de carrière a été une bonne lanterne ? Je pense que ça a été une bonne lanterne, mais c'est un hasard. C'est-à-dire que j'avais des fragilités, j'avais des grosses fragilités, et j'étais obligé de me protéger pour m'en sortir. Éloge de la vulnérabilité, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est comme si vous me demandez pourquoi j'ai eu que la réussite que j'ai eue par rapport à d'autres, je peux aussi vous faire l'éloge de la souffrance dans l'enfance. Hein, Dupond-Moretti, il est pas devenu Dupond-Moretti par hasard, il revient de loin. Oui, mais c'est une exploitation du matériau qu'on a de la manière la plus porteuse pour soi, quoi. Et porteuse de sens, porteuse d'un fonctionnement qui marche. Disons que un jour quelqu'un m'a dit que je m'écoutais beaucoup, pas uniquement quand je parle, mais mais oui, je m'écoute beaucoup, mais en même temps, c'est peut-être nécessaire.
c'est peut-être nécessaire. Et puis alors il y a aussi un autre élément, c'est quelque chose que j'aurais pas pu vous dire au début de l'entretien, mais c'est quelque chose à quoi j'ai pensé récemment. Je pense que j'ai utilisé le métier d'avocat. C'est-à-dire que je l'ai utilisé pour gagner ma vie, mais je l'ai utilisé pour comment dire, pour faire comme je faisais en classe ou en colonie de vacances, me faire plein de copains et m'amuser. Et alors ça, c'est bien. Quand vous bossez dans une boîte, c'est plus compliqué, je pense. Quand vous êtes indépendant, que vous êtes dans le métier, vous avez plein d'amis, d'abord de copains et de copines. Et voilà. Et donc, ouais, de ce point de vue-là, c'est très bien le métier d'avocat. Mais c'est un métier risqué. C'est un métier risqué. C'est pas un métier anodin. C'est pas. Moi, j'ai un copain là. Tiens, hier, j'étais à la campagne chez un copain qui a des vieilles voitures, qui restaure des vélos, des vieilles mobylettes, etc. C'est un accumulateur. C'est un type que j'adore, qui est très drôle, qui a fait une école de commerce. Il a 5 ans de moins que moi. Il a fait une école de commerce. Il a été dans le business, etc. Et puis un jour, le business s'est arrêté. Et il s'est dit, bon. Moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux continuer à faire mes antiquités, mes achats, mes brocantes, mes trucs, mes machins. Et pour ça, j'ai un métier où j'ai besoin de beaucoup de vacances, mais où j'ai un salaire sûr. Il est devenu instituteur. Voilà. Il habite en face de son école et il est instituteur en maternelle. C'est pas trop dur. Il aime bien les enfants. Il voulait pas d'enfants, mais enfin, il s'occupe des enfants quand même. Je pense que c'est un excellent instituteur. Et en plus, il peut faire ce qu'il aime. Et il fait ce qu'il aime. Ouais, c'est un peu ce que vous avez fait avec le métier. Je pense que c'est un peu ce que j'ai fait. Et voilà. Et quand je vois un avocat épanoui, je me dis formidable. Il y a plein de façons de s'épanouir dans ce métier-là. Et la plupart de mes copains et de mes copines avocats sont épanouis. Ils font ce qu'ils aiment. Il y en a un qui dit, moi, je suis un cow-boy. Il est très indépendant, mais il va dans les dossiers, il flingue tout le monde et il est très très bon, il est très fort. Et il y en a un autre dans la même spécialité qui a développé une clinique hyper spécialisée dans son domaine qui marche aussi très bien. Et puis, voilà, non, c'est... c'est déjà pas mal. Voilà. Il y a la grande phrase, c'est dans Molière, je sais plus si il faut travailler pour vivre et non, c'est pas ça. Ah oui, plutôt que vivre pour travailler. Travailler, ouais. Enfin bon, c'est un peu ce que je pense. Moi, je vis pas pour travailler. Je travaille pour vivre, mais il faut que ça s'insère dans un schéma plus grand. Et quelle est votre dernière joie ? Ma dernière joie ? Oui. Ah, ma dernière joie, il y en a 2. J'ai 2 fils qui sont à l'opposé l'un de l'autre. L'aîné qui est mieux que moi en tout, dans tout. C'est-à-dire que tout ce que je n'ai pas réussi, il le réussit, et tout ce que j'ai réussi, il le réussit mieux que moi. Et il a eu des notes stratosphériques à son second semestre dans les matières qu'il aime. Je lui avais dit, fais ce que tu aimes. Et il a eu des notes stratosphériques. 17 sur 20 en droit fiscal en 3e année à Assas. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Et donc ça, c'est une joie. Et la deuxième joie, c'est le deuxième qui n'a pas eu son bac, qui a fait un service civique, après m'avoir dit que lui, ce qu'il aimait, c'était l'animation, quand il était au scout, et qui a fait son service civique, qui a appris plein de choses, et qui continue les scouts, qui est en camp scout, et qui a envoyé 3 CV, qui a eu un entretien, et qui a eu son premier job en centre de loisirs. Et lui, j'ai mis du temps à comprendre, parce que quand on fait des études, quand on a le grand qui fait des études, quand soi-même on a fait des études, quand son père a fait des études, tout le monde autour de soi fait des études, il y en a un qui dit non, moi les études ça m'intéresse pas, c'est un peu déstabilisant. Jusqu'au moment où j'ai compris que lui, il avait identifié ce qu'il aimait, et que c'était l'animation. Bon. Une fois que j'ai compris ça, mais il m'a fallu beaucoup de temps et pas mal de conflits inutiles. Je l'ai accompagné, j'ai encouragé et je vois qu'il s'épanouit et qu'il est heureux et que c'est ça qu'il aime. Et je me dis, il va réussir, il va être heureux. Donc voilà, c'est ça mes dernières joies. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? J'ai envie de vous dire rien.
Je porte rien sous ma robe parce que je mets ma robe. Je suis avocat quand je suis avocat et ce que je suis en réalité, enfin c'est pas connecté quoi. C'est voilà, c'est un exemple. J'habite dans mon cabinet, ce qui se fait plus beaucoup aujourd'hui. Et mon stagiaire m'a dit que ce qui était impressionnant, c'est que quand je me mettais au travail, je n'étais plus chez moi. Et quand j'arrêtais de travailler, je rentrais chez moi. Donc ça veut bien dire que je fais quand même une séparation. Même si j'habite à l'endroit où je travaille, je fais une séparation entre les deux. La robe, c'est la robe. Il n'y a rien en dessous. Voilà. Enfin, il y a moi, mais c'est séparé dans ma tête. C'est intéressant parce que... Quand j'étais jeune avocat, je voulais pas qu'on m'appelle maître. Ça m'énervait. Et quand je serai plus avocat, je serai plus avocat. Ce sera terminé. Oui, mais c'est intéressant parce que je trouve que pourtant, cet entretien-là révèle plutôt que vous avez bien intégré qui vous êtes à l'avocat. Oui. Mais après... Oui, mais ça veut bien dire que je distingue. Ça veut dire que je fais la distinction entre les deux. Quand on me demande ce que je fais et que je dis que je suis avocat, ça me gêne. Alors ça me gêne parce qu'évidemment les gens ont toujours une question à vous poser. Ça c'est un grand classique. Mais ça me gêne parce que je m'en fous. Parce que je m'en fous d'être avocat. Je suis moi. Je suis sympa, je suis pas sympa, on m'apprécie pas. J'ai pas envie de me retenir de faire une blague parce que je suis avocat. Et pour moi, c'est pas un sacerdoce. Moi, j'ai des copains qui ont voulu être avocats depuis qu'ils étaient tout petits. Pour eux, c'est leur truc, mais pas pour moi. Formidable. Je comprends mieux la nudité du coup. Voilà, exactement. C'est un peu aussi de la provocation. Merci beaucoup.